Bonjour à tous, merci d'être là. Nous allons pouvoir commencer pour cette rencontre Sciences Po Sud-Ouest avec Timothée Paric qui est ici. Timothée Paric qui va répondre aux questions des étudiants de Sciences Po. Nous sommes là pour 1h30 en compagnie de Timothée et des étudiants. Moi je suis Stéphanie Lacaze et je vais modérer cette rencontre. Je ne poserai pas de questions normalement, on ne sait jamais. Timothée Paric, c'est vous. Pour ceux qui ne vous connaîtraient pas, mais je pense qu'il n'y a pas grand monde ici qui ne vous connaît pas, il n'y a pas beaucoup ici. Vous êtes celui qui a rendu la décroissance sexy. Est-ce que c'est la moustache ? Je ne sais pas. En tout cas, ce n'était pas évident, parce que le mot fait peur quand même dès qu'on le prononce. Des amiches à la lampe à huile, la décroissance véhicule encore quand même des images très très négatives. Alors vous y êtes intéressé très tôt. C'était votre thèse, l'économie de la décroissance. Je ne vais pas dire le titre en anglais, qui a rencontré un succès assez exceptionnel pour une somme d'économie, téléchargé des dizaines de milliers d'exemplaires, si j'en crois ce que j'ai lu sur Wikipédia. Peut-être vous me corrigerez. Votre livre, en tout cas, qui est tiré de cette thèse, a lui aussi connu un énorme succès en librairie. D'ailleurs, j'en ai vu pas mal sur les tables. Je pense que vous allez avoir de la dédicace à faire derrière. En fait, bref, vous êtes devenu une véritable star de la décroissance, presque autant que Jean-Marc Jancovici, à qui les médias vous comparent souvent. Donc, à quand la décroissance en BD ? Votre prochain succès de librairie, peut-être. Voilà. Oh, maintenant, Timothée, c'est à vous. Et les étudiants vont vous poser leurs questions. On va commencer avec Jade et Elisa, qui vont vous interroger sur votre formation, votre parcours, et puis votre positionnement personnel. On y va. C'est Jade qui commence. Première question pour Timothée. Bonjour. Alors, on va commencer assez simplement. Est-ce que vous pourriez revenir sur ce qui vous a poussé à vous intéresser à la décroissance ? Bonsoir tout le monde. Alors, ce qui m'a poussé à la décroissance, j'ai étudié l'économie depuis ma première année de licence. Donc, ce n'était pas du tout ce qui m'a poussé vers la décroissance. Et je me souviens, j'ai cette expérience en deuxième année d'économie, donc je suis en licence à l'université de Versailles-Saint-Quentin. Et il y a une conférence un peu comme ça le soir, facultative, sur la décroissance. J'ai jamais réussi à retrouver le nom de l'intervenante ou de l'intervenant qui avait présenté ce soir-là. Mais je me souviens m'être moqué de cette personne parce que, à l'époque, je ne savais pas ce que c'était que la décroissance ou la croissance. J'étais en deuxième année d'économie, mais j'avais cru comprendre quand même on était économiste, donc c'était notre rôle de se moquer de cette personne qui venait parler de décroissance. Donc ça, c'est ma première relation avec le concept. Et après, j'ai fait de la macroéconomie, de l'économie de l'environnement, ensuite de l'économie écologique. Donc je me rapprochais un petit peu de théories de plus en plus critiques envers la croissance. Je suis allé étudier en Suède, qui à l'époque était pionnière en matière d'économie écologique. Et là, assez tard, en 2014, soit quand même 6-7 ans après avoir commencé mes études, j'ai fait une université d'été à l'université de Barcelone, qui est le numéro 1 mondial aujourd'hui sur la recherche et l'enseignement des théories liées à la décroissance. Et là, ça a fait tilt. Ouais. C'est vrai que toutes les choses que j'avais apprises avant se sont connectées et je suis tombé amoureux d'un concept. Et c'est comme ça qu'on fait un doctorat. Enfin, à partir du moment où vraiment on n'arrive plus à ne plus penser à un concept, quand on va se coucher le soir, on se dit « Waouh, cette théorie, elle est vraiment magnifique !» C'est le signal qu'il faut faire un doctorat. Donc là, je me suis lancé là-dedans parce que aussi, je trouvais ça assez curieux qu'il y a un concept comme ça qui m'avait l'air intéressant, mais qu'on ne m'avait jamais enseigné et dont la plupart des économistes en fait ne connaissaient pas. Donc je me suis dit que c'était un bon trou pour aller creuser. D'accord, merci. Elisa, pour la deuxième question. Oui, donc on va continuer sur le même sujet. Comment vous situez-vous par rapport aux travaux réalisés par vos pairs sur la décroissance ? À l'époque ou aujourd'hui ? Aujourd'hui. Pardon. Alors bon, c'est vrai que le milieu académique de la décroissance, à l'époque, donc au début des années 2000, quand le concept émerge, il n'y a pas de recherche sur la décroissance. Il n'y a pas de théorie de la décroissance, en fait. C'est un concept qui est beaucoup utilisé comme un mot slogan dans des milieux activistes. Et il y a aussi des personnes qui écrivent des livres. On pense notamment à Pierre Rabhi, Paul Ariès, Serge Latouche. Donc
des morceaux de connaissances comme ça, sous la forme de livres, mais on n'a pas de personnes qui écrivent des doctorats, qui publient des articles dans des revues scientifiques sur la décroissance. Ça commence à la fin des années 2000, surtout quand le terme décroissance arrive en fait dans le monde anglophone. C'est pour ça que maintenant on appelle ça les degrowth studies, alors ceux qui les décrivent et ceux qui les critiquent aussi. Donc moi je me considère faisant partie des degrowth studies dans le sens où moi je suis scientifique, c'est mon métier, je travaille à l'université pour faire de la recherche et je suis donc économiste, ça c'est ma formation, et l'un de mes objets de recherche, c'est la décroissance. Et dans ce sens-là, c'est vrai que la plupart de mes collègues qui sont dans ces degrowth studies, on a des petits désaccords, mais des désaccords sur des choses dont on n'a jamais l'habitude de parler en public, parce que c'est vraiment tellement niche. Mais déjà, la plupart, on partage le fait que la décroissance soit un concept intéressant à considérer. Après, bien sûr, il y a quand même des désaccords. Mais il y a toujours, et même des désaccords au sein de ces degrowth studies, et il y a toujours des petites guéguerres entre, on va dire, le volet plus activiste de la décroissance et le volet académique de la décroissance. Je pense que c'est des guéguerres qu'on a aussi dans l'écologie en général. Ceux qui pensent qu'il faut que la décroissance, ou vous pouvez remplacer avec écologie, soit un concept d'action, mis au service de l'action, et d'autres, un petit peu comme moi, qui sont plus portés sur la science et de se dire, bon non, un développement un petit peu plus lent, mais ça vaut le coup de développer des théories rigoureuses. On continue. Elisa. On vous sait justement à l'Observatoire de la post-croissance et de la décroissance à Montpellier, mais pour ce qui est de l'enseignement, vous n'avez enseigné qu'en Suède ou à Lausanne, mais toujours hors de France. Est-ce que c'est par choix ou par contrainte, et est-ce que vous pensez que c'est difficile de trouver sa place dans le champ académique français quand on parle de décroissance ? Ça s'est vraiment fait par hasard. Donc à l'époque, début des années 2010, il n'y avait pas grand-chose en France pour étudier l'économie écologique. Et donc je vais en Suède. Et après, même là, aujourd'hui, pour étudier la décroissance au monde, il y a quelques endroits, Leeds en Angleterre, Lausanne, Lund en Suède, quelques universités allemandes et bien sûr Barcelone. Mais en France, il n'y avait pas grand-chose. Le milieu de la recherche sur ces sujets hétérodoxes, et c'est lié à plein de raisons différentes, mais il ne s'est pas autant développé qu'à Barcelone, où par exemple, ils ont une équipe d'une quarantaine de personnes. Enfin, c'est très interdisciplinaire. Ou à Lausanne, où nous, on a 4 facultés différentes, sciences sociales, sciences juridiques, sciences de la terre, économie, qui travaillent. Donc ça, c'est une véritable force. Et en France, pour l'instant, c'est vrai qu'on n'a pas réussi à créer des équipes comme ça qui parviennent. Et le véritable résultat, quand on le mesure, c'est qu'ils parviennent en fait à créer des publications qui font date, à créer des nouvelles théories, des nouveaux concepts, des nouveaux modèles, des nouveaux techniques de calcul qui sortent des trucs où tu te dis waouh, ça fait vraiment avancer la recherche académique. Donc moi, je vais de position en position. Je me rapproche dangereusement de la France. Hein. Là, c'est bon. Hein. J'ai fait Suède, Suisse. Et peut-être la prochaine position, ça sera bon. Hein. Je vais peut-être faire une étape en Belgique, mais... Elisa. Oui, alors maintenant, on va parler du coup de votre thèse. Comment est-ce que vous expliquez ce boom médiatique suite à sa parution, au-delà du fait que c'était un sujet nouveau ? Alors la thèse, je la termine en mars 2020. En mars 2020, vous vous souvenez aussi, c'était juste le moment de la pandémie. Et dans la conclusion de la thèse, il y avait un petit paragraphe, vraiment le paragraphe de fin, où j'étais une petite envolée lyrique. Je me dis, imaginez que dans un an, tout s'arrête d'un coup, l'économie se stoppe, et là, on doit se poser la question de l'utilité, de ce qu'on produit et ce qu'on consomme, blablabla, blablabla. Donc c'est marrant, parce que quelques mois après, donc la thèse, je la défends en décembre, là, en mars, le PDF arrive en ligne, et là, d'un coup, boum, pandémie mondiale. Donc moi, bien sûr, je me sens coupable. Non, pas du tout. Mais je veux dire... On était tellement peu, vraiment une poignée au monde, à avoir une formation d'économiste qui ait fait des recherches un peu poussées sur la décroissance. Et là, d'un coup, qu'est-ce qu'on a ? On a le scénario hypothétique que nous, on ne connaissait que dans les théories et les modèles qui se passent dans la réalité. Alors, on verra que ce n'est pas exactement la décroissance telle que elle est théorisée dans mes recherches, mais c'est quand même un moment économique unique et intéressant. Et moi, c'est vrai que j'étais pieds nus, chez moi, vraiment prêt à passer des mois de surf tranquille, à jouer aux échecs et à pas faire grand-chose,
comme tout bon doctorant qui se respecte ayant terminé sa thèse, mais je commence à être contacté par les médias qui me posent des questions. C'est quoi votre avis sur la pandémie en tant que spécialiste de la décroissance? Spécial quoi? et on m'invite à des événements. Donc, je vois qu'il y a quand même une demande. Et là, je me sentais un petit peu... Je me dis, bon, la responsabilité des académiques, c'est quand même, on a été formés dans des institutions publiques, on se retrouve avec une certaine puissance analytique, on a passé des années à creuser quelque chose. Je pense que ça serait condamnable d'une certaine manière si ensuite quelqu'un vous pose une question. Alors, vos recherches, comment est-ce qu'on les met? Et vous dites, je sais pas, lis ma thèse. Donc là, je me sentais, ok, la question monte dans les médias, dans la société en général, ça devient un débat public, il faut que je sois là juste pour expliquer. C'est mon rôle en tant qu'académique. S'il y a des gens ont des questions, moi je peux juste partager en fait les choses que j'ai apprises pendant ces années de recherche, dire ce qu'on sait, ce qu'on ne sait pas. Et donc j'ai commencé à faire ça. Et franchement, c'était il y a 5 ans et ça ne s'arrête toujours pas. J'aimerais bien pouvoir passer à un autre sujet, mais c'est vrai que le débat public s'est ouvert et là, ça monte, ça évolue. Donc c'est en train de devenir vraiment une discussion très importante. Une petite question complémentaire, je crois, sur ce phénomène médiatique. Oui, justement, parce qu'on vous décrit souvent comme le showman de la décroissance. Vous-même, vous êtes déjà décrit comme Bruce Willis dans Armageddon. Et comment, du coup, vous percevez votre place dans le monde médiatique et est-ce que vous diriez que c'est une stratégie aussi pour toucher un nouveau public? Alors, oui, Bruce Willis, c'est une comparaison que je fais dans ma thèse parce que, vous savez, à la fin, Bruce Willis se sacrifie pour faire exploser l'astéroïde dans Armageddon. Et donc, moi, j'expliquais dans la préface, l'introduction de ma thèse, je prévenais un petit peu ceux qui allaient me lire que c'est un petit peu bizarre qu'un économiste aille étudier la décroissance parce que la décroissance, telle qu'elle a été théorisée par Serge Latouche, est une critique de l'économie. Et donc, un économiste qui fait de la décroissance, c'est très paradoxal. Mais moi, j'expliquais justement que l'objectif, c'était de déconstruire une certaine pensée économique, mais de le faire de l'intérieur. Et oui, et sûrement de rester sur l'astéroïde de l'économie. Malheureusement, nous autres économistes qui n'avons été formés qu'à faire de l'économie, je pense que nous n'aurons pas notre place dans ensuite un débat sociétal qui demandera en fait des capacités interdisciplinaires que certains d'entre nous n'ont pas. Mais j'avais aussi cette... la plupart... je trouvais ça bizarre en fait, d'avoir des discussions qui soient si passionnantes et si utiles, en fait, qui permettent de mieux comprendre. Moi, c'est toujours ça qui m'anime. Je veux comprendre les mystères qui nous entourent. C'est vraiment ça qui m'a poussé à être un scientifique, que ce soit les mystères de la physique, de la chimie, de la biologie, mais nous, les mystères, certains mystères sociaux, la pauvreté, les inégalités, l'innovation, la formation d'une entreprise, la destruction d'une entreprise, des choses aussi simples que ça, un mécanisme de prix. Pourquoi est-ce que c'est à 99 centimes et pas à 1 euro? Des choses comme ça. Voilà. Ça me passionne et je trouve ça bizarre qu'on développe des théories phénoménales qui nous permettent vraiment de mieux comprendre le monde, mais on n'arrive pas à en fait donner cette capacité, ce super pouvoir à d'autres gens sans les emmener pendant 12 doctorats à l'université. Enfin, si vous avez 10 ans à perdre, personne n'a ce temps-là en fait. Et donc je me dis, il faut trouver un moyen de partager ce super pouvoir, mais il va falloir trouver un autre moyen que les formations très très longues. Et donc est-ce qu'on peut pas trouver une forme un petit peu plus pop, un petit peu plus moderne, avec beaucoup de références au film, avec beaucoup d'analogies. Et quand j'ai essayé de traduire la thèse en livre, c'est ça. Je me dis, à chaque fois que j'avais une théorie, un concept, je disais ok, j'évacue le concept et la théorie, et j'essaie de trouver une analogie en fait qui fasse un petit peu le même boulot. Et ça, c'est génial, parce qu'on a l'habitude, en fait, de travailler par analogie. Tous, philosophes que nous sommes, quand on essaie d'appréhender le réel, on peut comparer les situations entre elles. On fait des modèles mentaux pour simplifier une réalité complexe. Et en fait, ça nous amène dans une pensée scientifique. Et donc, je me dis, en utilisant des analogies, les gens qui vont me lire, ça va les stimuler. Ils vont se dire, moi aussi, je fais des analogies, moi aussi, je peux comparer. Et donc ça, c'est-à-dire que moi aussi, je peux devenir chercheur de ma propre réalité sociale et écologique. Et c'est ça vraiment que je voulais donner et montrer qu'en fait, c'est fun à faire. C'est fun à faire et c'est aussi utile. Merci, on enchaîne avec Elisa. Oui, alors vous vous défendez de tout militantisme, cependant vous défendez la décroissance et pour l'instant votre thèse est suivie de peu d'actions.
Vous avez même été surnommé par certains médias Timothée Paric, celui que tout le monde invite mais personne n'écoute. Alors comment arrive-t-on à la décroissance sans imposer ses idées ? Alors, c'est marrant, moi, je ne suis pas militant. Je pense que je dois le dire en respect avec beaucoup de mes collègues et amis qui, eux, le sont, des militants et des activistes, dans le sens où ça serait injuste de m'auto-proclamer activiste alors que je passe ma journée assis sur un fauteuil à lire des livres. Donc, quand il y a mes amis qui bloquent un pont ou qui lancent une association ou qui organisent des événements, enfin, qui font du lobbying ou plein de choses vraiment très concrètes. Donc moi, non, je suis scientifique. Voilà, je lis des livres et j'écris des livres. Je lis des articles et j'écris des articles et j'enseigne un petit peu. Donc voilà, ça, c'est mon métier. Et c'est pour ça que Après, quand on est scientifique, bien sûr, les questions de recherche, on les choisit avec son cœur. On les analyse avec son esprit, mais on les choisit toujours avec sa passion, son émotion. J'ai décidé, bien sûr, d'étudier la décroissance parce que ça partait d'une certaine sensibilité environnementale. J'ai envie de devenir économiste de l'environnement, économiste écologique, parce que j'ai envie de mieux contribuer en fait, à la résolution de quelque chose qui m'anime au cœur de mes sentiments, qui est bien sûr les injustices environnementales et l'état actuel de la planète. Mais à partir du moment où j'ai sélectionné cette question, quand j'entre dans mon laboratoire théorique, quand je mets ma blouse blanche, et ben là, c'est un travail de l'esprit, ça devient un Rubik's Cube. Donc c'est plus du militantisme, Et une fois, bien sûr, qu'on a découvert quelque chose, là, on reconnecte avec ses sentiments. Parce que cette connaissance, on va l'activer. Donc, je vais décider de la donner à vous et pas à vous. Je vais plutôt venir dans des universités plutôt que d'accepter des invitations dans des entreprises. Je vais décider de faire ça. Et là, je peux en parler avec passion. Mais on voit vraiment que c'est un procédé. Donc, choisir avec ses sentiments, analyser avec son cerveau et ensuite, vraiment propager avec ses sentiments où là, ça se rapproche de l'acte militant parce que c'est quand même, il y a une stratégie, enfin, une stratégie choisie de se dire je vais d'abord faire ça, aller parler à tel média. Je ne sais pas si ça marche, mais en tout cas, il y a quand même un équilibre que j'essaie de trouver entre rester dans mon bureau à écrire des livres, où je pourrais en écrire beaucoup plus si je sortais jamais de mon bureau, mais plutôt activer cette connaissance. Et oui, c'est ça, parce que moi, quand j'arrive en tant qu'étudiant, je découvre des théories fantastiques, vraiment au fil des années 70, 80, 90, vraiment des trucs fabuleux qui sont développés et que personne n'utilise. Et donc, moi, je me dis, c'est la résolution de la crise écologique, elle n'attend pas, en fait, une grande théorie. Quelqu'un qui va juste... C'est pas un problème pour lequel on n'a pas de solution et d'un coup, on va mettre 3 scientifiques ensemble dans une salle et ils vont dire, c'est bon, j'ai trouvé, c'est ça. Non, c'est pas la lutte contre le cancer. Alors, une grande partie de notre boulot, c'est plus de l'archéologie conceptuelle, où on va aller essayer de creuser, retrouver des concepts, les moderniser, essayer de faire des hybridations entre concepts, un petit potager de concepts, aller chercher un truc des années 70 et voir si c'est compatible avec quelque chose d'autre. Donc il y avait tout ce travail à faire qui aussi ne nécessite pas en fait de faire purement en fait de la recherche, de se dire il faut que j'invente tout le temps quelque chose de nouveau. Merci, on va passer à la dernière question de cette partie, ce sera Jade. Oui, parce qu'enfin, on aimerait bien que vous nous parliez de votre proposition au sein des arènes de recherche économique, parce qu'on vous y trouve, en tout cas, il semblerait que vous y êtes peu présent, y compris parmi les hétérodoxes. Du coup, quels sont vos réseaux académiques, si vous en avez, et sinon, est-ce que vous préférez vous situer à l'extérieur du champ académique ? Ah non, moi je me situe pleinement à l'intérieur du champ académique, avec des réseaux plus ou moins étendus, des réseaux qui commencent au sein de mon département à HEC Lausanne, donc avec mes amis financiers et économistes, et ensuite au sein de la communauté, donc ces 4 facultés de l'Université de Lausanne, au sein de réseaux ensuite internationaux, par exemple le Post-Growth Economics Network, qu'on a créé il y a une décennie, donc le PEN, qui est un réseau d'économistes. C'est vrai que le PEN en français, c'est pas ouf. Ouais, voilà. Le PEN, voilà, très bien. Il y a ça, on a des réseaux aussi d'économie écologique. On a des conférences, voilà, tous les 2 ans. Donc il y a plein de réseaux de chercheurs avec des discussions très très chiantes. Là justement, j'en voyais une hier qui vient d'arriver où tu vois, tu as 34 mails parce que des chercheurs sont en train de se battre sur ta boîte mail sur des sujets absolument insignifiants pour la grande majorité des personnes. Donc je me situe dans le champ académique, mais je rebondis un petit peu sur cette histoire de... On me demande souvent, est-ce que ça t'embête pas en fait que
la question du comment, de se dire tu développes des théories et personne ne les utilise. Et moi, au final, ça ne me dérange pas. Enfin, moi, je suis pleinement dans une... Et vous avez trouvé ça extrêmement déprimant, mais j'arrive très bien à imaginer que nous ne fassions rien et que dans 50 ans, en fait, il y ait une nouvelle génération de doctorants et de scientifiques qui reprennent en fait nos recherches et qui essayent d'éviter le passage d'un monde de plus 4 à plus 8 degrés. Ça sera leur accord de Paris. Ça sera limiter le réchauffement climatique à 7 degrés. Je sais pas. J'arrive à imaginer en fait ça, c'est complètement possible. Alors, c'est une pensée terrifiante, mais c'est possible. Et en tant que scientifique, la seule chose qu'on peut faire, nous, c'est continuer de résoudre des problèmes. Et les problèmes, en fait, il y en aura toujours. Donc, au fil du temps, ils changent de nature. Bien sûr, moi, je préférerais que ça soit des problèmes plus spécifiques. Par exemple, si on arrive à faire transition écologique et que tout va bien, on aura des questions très spécifiques sur le financement des services publics, sur les protocoles de détermination des prix, sur l'allocation de certaines choses. Ça demandera un travail académique. Je préfère faire ça plutôt que d'être coincé un petit peu sur le découplage et sur l'argumentation générale de pourquoi est-ce qu'on devrait agir. Par exemple, il y a beaucoup de recherches qui montrent que les coûts de l'inaction climatique sont inférieurs aux coûts de réparation liés au dérèglement climatique. Donc là, en ce moment, c'est une chose qu'on demande beaucoup aux économistes, c'est de calculer combien ça coûte aujourd'hui, en gros, de faire décroître une économie, combien ça coûte sur 5 ans versus combien ça coûte si on fait rien et dans 30 ans, on a des inondations, des sécheresses et ça a des coûts macroéconomiques. Et on compare les deux pour, en gros, décider est-ce que c'est rationnel d'agir ou pas. Bon, moi, je préférais ne pas être coincé dans ce débat pendant 10 ans et qu'on avance un petit peu. Donc ça, c'est mon seul souhait, mais c'est pas le genre de truc où je me dis, moi, mon but, c'est que la théorie de la décroissance soit appliquée telle qu'elle dans mon livre et après, drop the mic et je vais vivre sur la plage, quoi. Donc quoi qu'il se passe, je continuerai d'être scientifique et je continuerai à essayer de contribuer à la résolution des problèmes de la société à l'heure actuelle. Merci Jade et Elisa. On va passer à la seconde partie. Si vous voulez boire un verre. Merci pour vos questions. En attendant que... On accueille Quentin et Samuel pour la deuxième partie de cette rencontre. Quentin et Samuel, vous allez interroger Timothée Paric sur... la théorie économique du modèle de décroissance et comment on peut éventuellement le mettre en application. Exactement. Alors peut-être que votre première question, Timothée, il y a un petit peu répondu à la fin de sa précédente intervention, mais je pense que vous pouvez quand même la poser, il peut approfondir. Ok. Oui, nous, on aimerait savoir comment est-ce que vous définissiez l'économie de la décroissance et si votre vision diffère ou pas, en fait, de celle proposée par le paradigme économique plus classique. Oui, alors... Bon, le titre de ma thèse, c'était l'économie politique de la décroissance, parce que moi, je voulais étudier en fait les implications économiques de la décroissance. La décroissance, on peut la définir de 2 manières, ou même de 3 manières. On peut la définir comme théorie critique. On peut dire, par exemple, la décroissance, c'est un paradigme qui vise à critiquer la suprématie, l'hégémonie de la croissance économique. Quelque chose comme ça. Ça, c'est la décroissance comme théorie critique. C'est une grande partie de la littérature sur la décroissance. Ensuite, on peut définir aussi la décroissance comme ce qu'on pourrait appeler une utopie ou un projet de société. On en a entendu parler. Donc là, la décroissance comme, on peut dire, un imaginaire collectif centré sur la convivialité, le partage, une économie plus lente, localisée. Bon, vous voyez un peu de quoi on parle. Là, c'est un projet de société. Deuxième élément. Ça aussi, c'est un élément dans la littérature. Un élément qui a émergé un petit peu plus tard. Parce qu'à la base, la décroissance, c'était une théorie principalement critique. Mais il n'y avait pas beaucoup de cet aspect utopique. Et il y a un 3e élément. La décroissance comme stratégie. Et moi, c'est celle-là que j'ai théorisée dans Ralentir ou Périr, quand je dis que la décroissance, c'est une réduction de la production et de la consommation pour alléger l'empreinte écologique, planifiée démocratiquement, dans un esprit de justice sociale et dans le souci du bien-être. Donc là, c'est une définition en 5 points que j'ai construit spécifiquement pour le livre, pour arriver en fait à vulgariser un des 3 éléments de, on va dire, la théorie de la décroissance pour être très très large. Et là, les économistes mainstream, eux, quand ils entendent décroissance, ils voient une seule chose, ils voient une baisse du produit intérieur brut.
Et plus précisément, ils voient une croissance négative annuelle du produit intérieur brut. Oui, je sais, ça s'appelle une croissance négative, c'est un petit peu bizarre. En gros, moins 1%, par exemple. Si on compare entre avant le Covid et après le Covid, il y a eu une contraction macroéconomique. Donc, quand on mesure le volume total en unité monétaire de ce qui a été produit sur le territoire français, eh ben, ça a baissé. Donc ça, c'est la décroissance telle qu'interprétée par les économistes mainstream, donc les économistes néoclassiques, alors qu'on voit tout de suite que quand on compare avec ma définition, déjà ma définition, elle n'a pas un indicateur monétaire. Moi, ma définition, c'est une réduction de la production et de la consommation. Première question de recherche, est-ce que le PIB est un indicateur adéquat pour estimer la production et la consommation ? Juste sur cette question-là, moi j'ai 20 ans de recherche tranquille dans mon bureau. C'est passionnant. Se dire qu'est-ce que la production ? Est-ce que là on est en train de produire un truc ? Est-ce que vous êtes en train de consommer un truc ? On ne sait pas. Il faut délimiter. En comptabilité nationale, on a ce qu'on appelle la frontière de la production pour dire ça c'est de la production, ça c'est pas de la production, pour pouvoir la calculer. Mais avec le PIB, c'est une frontière. Mais si on a un autre indicateur, ce n'est pas forcément la même frontière. Donc moi je voulais partir vraiment de quelque chose de plus général pour pouvoir se dire tiens, si on mesure la production telle, ça fait ça, si on mesure d'une autre matière. Mais réduction de la production et de la consommation. Et je voulais aussi contextualiser, c'est-à-dire que la décroissance, c'est pas n'importe quelle contraction économique. Pendant la pandémie, on a une contraction macroéconomique, mais on pourrait pas vraiment appeler ça de la décroissance. On pourrait, mais ça serait en fait utiliser le mauvais mot, parce que la décroissance telle qu'elle est théorisée dans les sciences économiques et dans la littérature académique en général, c'est une contraction macroéconomique pour alléger l'empreinte écologique. Donc il y a cet aspect délibéré d'une économie d'un pays qui ferait ralentir son économie pour pouvoir baisser son empreinte écologique. Donc là, tout de suite, bien sûr, on n'arrive pas à penser à des exemples concrets. C'est pour ça que c'est une théorie, c'est quelque chose d'hypothétique. Et il y a non seulement ça, mais les trois autres éléments, donc l'aspect démocratique, l'aspect justice sociale et l'aspect bien-être qui sont très présents dans la littérature. Donc moi, dans ma définition, j'ai essayé de tout inclure pour que ça soit spécifique. Et on voit qu'on a deux objets différents. Et là, je ne vais pas être timide. On a un objet qui est très simpliste, moins de PIB. Ça, c'est l'interprétation en fait des économistes néoclassiques pour faire la différence entre les trois mouvements économiques, croissance, PIB monte, décroissance, PIB baisse, stagnation séculaire, PIB bouge pas. Moi, j'ai essayé quand même d'approfondir, de définir un phénomène de manière beaucoup plus riche. Et donc, de la même manière, on pourrait dire il y a la décroissance, c'est dans la grande famille des contractions économiques, il y a peut-être la pandémie, où on n'a pas encore nommé, il y a l'aspect économique, une contraction pandémique. Allez, voilà, boum, gratos, un petit concept. Ça peut être aussi, il y a des contractions économiques de guerre, un pays qui va se retrouver attaqué. La production va peut-être s'arrêter pendant un moment, peut-être après ça va repartir. Ça aussi, c'est un autre type de contraction. Un pays qui va se retrouver sous embargo, sous siège, un autre type de contraction. Un pays qui va se faire... Il y a plein de choses. Et donc, moi, je voulais juste enrichir un petit peu l'éventail des concepts qu'on avait pour décrire ces réalités. Samuel, tu avais une question complémentaire ? Oui, j'aimerais juste savoir, parce que la décroissance, c'est un terme qui est souvent mal perçu en France. Est-ce que vous pensez que c'est un terme qui puisse desservir votre approche ou pas ? Moi, je dis souvent que je ne suis pas là pour vendre du shampoing. Genre, je ne suis pas responsable marketing chez Head & Shoulders. Donc, je ne me pose pas la question... Quand je prends mon concept, me dire, est-ce qu'il n'y aurait pas un truc un peu plus sexy, décroissance, je rajoute un petit adjectif, décroissance heureuse, ou est-ce que j'appellerais pas ça la post-croissance ou l'économie du bonheur ? Non, à un moment donné, tu es là devant ton graphique, tu as ta courbe qui baisse, tu as ton PIB qui prend moins 30% sur plusieurs décennies, tu vas pas appeler ça l'économie du bonheur. À un moment donné, moi je veux bien. C'est le rôle des politiques, je pense, de créer des récits. Des récits, et les gens, ensuite, quand on vote pour des partis, on vote pour différents récits. Et dans les récits, les imaginaires, c'est très important, la sémantique, les mots qu'on choisit. Donc on vote en fonction de différents récits qui mettent l'accent sur différents mots. C'est une partie de vivre ensemble, c'est comme ça qu'on choisit un peu notre identité, notre tribu, des choses comme ça. Et il n'y a pas de souci. Mais nous, les scientifiques, on ne fait pas ça. Nous, on essaie de nommer les choses pour que ça soit descriptif. Déjà, il faut que ça soit clair. Déjà, si ta théorie n'est pas claire, elle n'est pas claire, les gens ne vont pas la comprendre. Donc, premier élément, il faut que ça soit clair. Et deuxième élément, bien sûr, il faut que ça soit conceptuellement intéressant.
Donc si tu as un truc il faut que c'est des concepts un peu poil à gratter où ça te fait réfléchir 2 fois. Tu dis ce concept-là, c'est marrant. On invente des concepts en fait pour stimuler notre cerveau, non seulement en tant que chercheur, mais pour stimuler aussi notre cerveau collectif. La décroissance, par exemple, elle a très bien joué ce rôle-là de poil à gratter collectif où ça a créé un débat public. Et les débats publics, c'est bien parce que ça veut dire qu'on peut confronter nos idées, discuter, débattre et apprendre collectivement. Et donc moi je me retrouve toujours à défendre je vois pas pourquoi on devrait le changer, surtout ça fait 20 ans qu'il existe, donc on va pas d'un coup changer le mot, ça serait un petit peu bizarre. Justement, je trouve ça même choquant et déplacé quand au sein des universités, et ça arrive, on dit oui, pas mal là votre étude sur la décroissance, mais ce serait pas mal si vous pourriez juste dire c'est une étude sur la soutenabilité, ça passerait mieux. C'est presque une forme de censure. Donc nous, en tant que scientifiques, et c'est pas drôle, mais on doit en fait défendre la clarté et la rigueur des concepts, même pour les concepts moches. C'est un peu comme les légumes, là, les fruits et légumes que personne ne veut vendre. Nous, de temps en temps, la décroissance, c'est un concept moche, mais bon. Quentin, on va passer une question sur la recherche à nouveau. On voulait savoir, vous en avez un peu parlé, mais donc quels sont les freins à la recherche académique et à la discussion publique autour de la décroissance aujourd'hui ? Alors, numéro 1, la décroissance, c'est un champ de recherche où, bien sûr, c'est pas que des économistes. Moi, j'ai beaucoup de mes collègues sociologues, philosophes, on peut avoir des approches très variées qui étudient en fait ce phénomène, soit la théorie critique, par exemple mes collègues historiens qui vont regarder un peu la formation de ce récit politique autour de la croissance. Ultra intéressant, sachant que la croissance, c'est un terme qui est très récent. C'est-à-dire qu'avant les années 60, ça n'existait pas dans les récits politiques. Personne ne parlait de croissance. Avant les années 50, il n'y avait même pas de théorie de la croissance. Et avant l'invention de la macroéconomie et de la comptabilité nationale dans les années 30, ça n'existait même pas parce qu'on ne pouvait même pas mesurer l'évolution d'une économie. D'ailleurs, l'économie n'existait pas dans le sens où on ne pouvait pas séparer l'économie d'un État-nation. L'économie française, c'était l'État-nation France. Alors qu'aujourd'hui, on peut faire la différence entre l'état des finances du gouvernement français et cette espèce de concept extérieur, l'économie française. Donc, j'ai oublié la question. C'était, vous étiez sur le premier frein à la recherche académique. Ouais. Alors le premier frein, c'est qu'on a besoin de cette interdisciplinarité et que malheureusement, dans les départements d'économie, on l'a pas. C'est-à-dire que moi, quand j'ai pris mes cours, je ne me suis pas exilé en Suède pour le plaisir d'aller vivre sous moins 20 degrés. C'est parce que dans mes cours d'économie, je n'avais pas les apports nécessaires pour pouvoir comprendre des phénomènes comme le changement climatique. Parce que quand on veut comprendre le changement climatique, si ce n'est que pour faire le calcul un petit peu bébête de venir estimer le coût d'une inondation, il faut quand même comprendre les mécanismes de base. Il faut faire un peu de climatologie, un peu d'hydrologie, un peu de géologie, des trucs comme ça. Et aujourd'hui, tu es dans une école d'économie, tu dis je veux prendre un cours de climatologie, ils vont faire très bien, casse-toi. Alors que je trouve ça normal quand même, si on veut former une génération de scientifiques agiles qui puissent faire de l'interdisciplinarité, de leur dire ok, il faut que vous soyez solide en macroéconomie, mais il faut aussi faire un petit peu de philosophie des sciences, un peu de sociologie, un peu de climatologie, surtout si vous voulez travailler sur les sciences de l'environnement. Premier frein, manque d'interdisciplinarité. Deuxième frein, un manque de pluralisme théorique. Les sciences économiques, c'est un champ d'études très varié, où il y a beaucoup d'écoles différentes. L'économie néoclassique, on en parle, c'est une école. Il y a aussi l'économie marxienne, l'économie institutionnelle, féministe, post-keynésienne, et écologique. Il y en a plein de différentes. Malheureusement, on en enseigne une principalement, l'économie néoclassique. Un outil. C'est un petit peu, vous voulez devenir mécanicien, on vous apprend à manier le tournevis pendant 5 ans. C'est génial, mais avec votre tournevis, vous n'allez pas aller très loin. Au bout d'un moment, il va falloir utiliser d'autres outils. Donc là, c'est le deuxième frein, c'est que malheureusement, quand on est confronté à un phénomène complexe, l'inflation, par exemple, un économiste néoclassique qui a été vraiment entraîné à regarder un truc, il va dire l'inflation, ça vient de là, et les solutions, c'est ça. Alors que si on avait pu voir
faire un petit peu, on se dit, ah bah tiens, peut-être qu'il y a des déterminants écologiques de l'inflation, et peut-être qu'il va y avoir des conséquences non monétaires sur des formes de pauvreté sociale. On voit qu'on arrive c'est plusieurs paires de lunettes qui nous font voir un petit peu toute la complexité d'une situation. Et surtout, quand on n'a pas cette formation, en fait, on ne va pas aller penser que c'est intéressant la décroissance, parce qu'on ne va même pas comprendre. Moi, je m'en souviens encore d'avoir rencontré, je ne vais pas le nommer, le président du département, le recteur du département d'économie où j'avais fait ma thèse. Et je ne sais pas pourquoi il convie tous les nouveaux doctorants pour parler un peu de leur sujet. Et moi, il m'avait dit, il fait bon, Timothée, tu as un financement européen de la Commission, donc ça c'est très bien. Nous, on est très contents de t'avoir. Par contre, ton sujet, j'ai regardé, je comprends pas. Genre, franchement, je comprends pas. Il me regardait, il me disait un peu du genre, ouais, tu vois, c'est un pays libre, quoi. Chacun fait ce qu'il veut. Si tu veux passer 4 ans à étudier une contraction de l'économie, moi, je vais pas t'empêcher. Mais, what the fuck ? Et j'avais essayé vraiment d'expliquer, mais je me retrouvais confronté vraiment à quelqu'un qui ne voyait pas l'intérêt de théoriser une contraction de l'économie. Ça fait depuis Adam Smith qu'en économie, on essaie de faire le contraire. Et toi, là, tu vas tout détricoter. C'est un petit peu vraiment le mec, il arrive dans une caserne de pompiers et lui il fait « Ah non, moi, ça m'intéresse pas d'éteindre des feux. Moi, je vais apprendre à en commencer. Ça, vraiment. Quand est-ce qu'on n'a pas des trucs, on va mettre feu à des forêts et tout. » Je disais « Non, mais c'est le contraire. Nous, on les éteint. » Et moi, je comprends, mais justement, il faut étudier les deux phénomènes. Hein. Il faut étudier les phénomènes d'une économie. Et c'est pour ça, à partir de la pandémie, je pense qu'on a commencé à se rendre compte, et avec l'évolution de la transition, l'évolution de la non-transition écologique, et donc l'évolution négative de la situation écologique générale, on commence de plus en plus à chercher des plans B. Et donc, on appelle un petit peu les gens bizarres, qui jusque-là n'étaient pas mobilisés, qui étudiaient en fait un petit peu les plans B, par exemple, de la décroissance. Mais question complémentaire à celle-ci. Oui, donc avec les freins, face aux freins plutôt, quels seraient les leviers en fait pour ouvrir un véritable espace de débat économique pluraliste, donc en somme, comment convaincre le champ scientifique ? Il faudrait, plus de pluralisme dans la manière dont on enseigne l'économie. Donc on en a parlé, pluralisme théorique, pluralisme disciplinaire, on va dire aussi pluralisme des méthodes, parce qu'une licence en économie aujourd'hui, c'est à moitié des mathématiques, et surtout des mathématiques destinées à faire donc la statistique économique et de l'économétrie, qui est très centrée en fait sur une économétrie appliquée pour valider des théories néoclassiques. Alors que si on veut faire des sciences interdisciplinaires, ça pourrait aider d'apprendre des méthodes qui viennent d'autres champs, comme par exemple des méthodes qui sont utilisées en sociologie, parce qu'on étudie la même réalité sociale que les sociologues, que les anthropologues, que les historiens. Et donc, ça peut faire du bien d'ouvrir aussi le champ du pluralisme des méthodes. Et il faut donner un petit peu de liberté aux étudiantes et aux étudiants qui... moi, je me suis vite retrouvé confronté à... L'université est bien sûr une structure hiérarchique. Et donc, on a des systèmes de validation où, pour valider un sujet de mémoire, par exemple, vous allez avoir quelqu'un qui va diriger votre mémoire, qui va vous dire plus ou moins formellement, ça c'est un sujet intéressant, ça c'est pas un sujet intéressant. Pareil, on a la manière dont on recrute les doctorants, la manière dont on sélectionne aussi les personnes qui vont être à même d'enseigner, notamment l'organisation du Conseil national des universités. Tout ça, en fait, c'est des filtres où on choisit, on dit « Ah, ça c'est bien et ça c'est pas bien ». Et je trouve que là, il faut parvenir à ouvrir pour laisser passer des gens où on comprend peut-être pas trop ce qu'ils font. On se dit, si on avait fait ça il y a 10 ans, là, lui il veut étudier la décroissance, vraiment, vas-y, donne-lui la salle au fond, là, et on va voir. Cet esprit un peu, je me dégoûte, mais un peu start-upper, pro-innovation entrepreneuriale, la Silicon Valley, enfin on a ça pour des gens qui créent des applications absolument inutiles. Alors, et on n'applique même pas le même truc, alors que pour les sciences, on est un nouveau concept. Non, attention, on va pas quand même étudier la décroissance dans le département d'économie. Hein. C'est quoi le pire qui peut se passer ? Au pire, tu écris une thèse dessus, personne ne la lit. Donc, une prise de risque, et sachant que la demande est là aujourd'hui. C'est-à-dire que moi, j'interviens beaucoup auprès d'étudiants qui ont des idées loufoques, excentriques, qui ont vraiment des idées révolutionnaires, et malheureusement, ils n'arrivent pas à trouver d'offres d'un cadre de travail qui leur permettent
de les étudier. Donc ils se retrouvent coincés entre aller travailler de manière très active, concrète, dans peut-être des entreprises, mais dans un système qu'ils préféraient réformer de manière systémique, ou aller étudier aussi ce système, mais sans pouvoir étudier des scénarios de réforme révolutionnaire, mais juste devenir en fait les gentils petits dentistes du capitalisme, comme on le devient souvent quand on rejoint les bancs des départements d'économie. Donc on se retrouve coincé un petit peu entre ça, alors que franchement, vu la situation actuelle, on pourrait se permettre en fait d'avoir des départements. Les seuls endroits où je retrouve en fait cette ambition en termes de connaissances, c'est les armées et leur scénario de prospective où eux vraiment ils font des scénarios vraiment n'importe quoi. Genre imagine demain il y a plus d'ampoules en France, ou il y a plus de je sais pas quoi, il y a plus de pneus, ou imagine demain toutes les routes de France sont coupées, ou imagine demain les gens ils peuvent plus entendre parce qu'il y a eu une bombe qui fait en sorte qu'on a tous perdu l'audition. Comment est-ce qu'on fait pour s'organiser? Tout, c'est quoi la chaîne de commandement? Et là tu te dis en fait bon, il y a des centaines de rapports qui sont publiés comme ça, prospectifs. Mais nous, aujourd'hui, on devrait faire la même chose, les économistes, être mobilisés pour la transition écologique, se dire, OK, là, on est en train de vivre un moment historique, on ne sait pas où on va, il y a des risques qui sont énormes, et donc on doit, où qu'on aille, je veux qu'on ait un scénario A, B, C, D, E, F, tout développé avec des scénarios rigoureux. C'est fou quand même que la décroissance, c'est un concept qui existe depuis le début des années 2000, donc il émerge en France en 2002, qu'il n'y ait pas eu un seul rapport public commandité où une instance viendrait mobiliser des chercheurs, leur dire OK, voilà, montez une équipe, 4, 5, pendant 1 an, 2 ans, je ne sais pas, faites-nous un rapport, allez chercher les meilleures connaissances disponibles, comme ça on a au moins tout ce qu'on a sur la décroissance dans un rapport. Peut-être on ne l'ouvrira jamais, mais le jour où on en a besoin, on l'a. Et si on l'avait eu, à l'époque de la pandémie, la gestion de la crise, elle se serait beaucoup mieux passée. Samuel, une question sur le fond de la théorie à nouveau. Exactement, sur les différences entre la décroissance et la post-croissance, s'il faut aussi continuellement décroître ou si une économie stationnaire peut finalement être suffisante. Alors ça a changé au fil du temps. Post-croissance, c'est un terme qui est inventé / popularisé par un économiste que j'aime beaucoup, qui s'appelle Jean Gadret, donc dans un livre Adieu à la croissance de 2009. Avant lui, il n'y en avait pas beaucoup qui parlaient de post-croissance. Donc c'est vraiment son approche de se dire, de parler de prospérité aussi au-delà de la croissance. Ça, c'est le concept de l'économiste britannique Tim Jackson. Il y avait aussi le macroéconomiste canadien Peter Victor l'année d'avant qui parlait de managing without growth. Donc, ces concepts. Il y a eu un petit flottement pendant quelques années. À la fin des années 2000, à la première conférence, donc en 2008 à Paris, sur la décroissance, l'un des résultats académiques, c'était de se dire que la décroissance était un phénomène de transition vers une économie stationnaire. Et depuis, en fait, ça s'est toujours théorisé comme ça, la décroissance comme voilà, une contraction temporaire, un régime biophysique qui nous ramène vers une sorte de stationnarité. Donc, économie stationnaire, qui est un concept beaucoup plus vieux que la décroissance, vu qu'il est un concept de l'économiste américain Herman Daly, qu'il avait développé dans les années 70. Mais ça a changé un petit peu aujourd'hui, dans le sens où ça, c'est toujours valide, décroissance vers une économie stationnaire. Mais post-croissance, moi, dans le livre, j'avais utilisé ce terme pour faire la différence entre décroissance, transition, post-croissance, un petit peu projet de société, le après. Mais c'est vrai qu'un quelqu'un habile intellectuellement me dirait, mais ça, c'est pas la post-croissance, vu que la décroissance, elle arrive après la croissance. C'est la décroissance, la post-croissance, et la post-croissance, c'est la post-décroissance. Et cette personne aurait raison. Et donc, on voit que la post-croissance, c'est un peu bizarre d'appeler la post-croissance la phase qui suivrait la décroissance. Et donc, aujourd'hui, le terme post-croissance, vu qu'il manque un peu de précision pour décrire des phénomènes, c'est devenu plutôt un mot parapluie pour décrire le champ de recherche. Donc là, il y a une étude qui a été publiée il y a quelques semaines, qui est une revue synthétique de la littérature. La dernière, elle datait de 2018, qui s'appelait Research on Degrowth, coordonnée par Yorgos Kallis, un professeur d'économie à l'Université de Barcelone. Et là, c'est la nouvelle, encore coordonnée par Yorgos Kallis, mais ils l'ont appelée maintenant les connaissances sur la post-croissance, sur la post-growth. Donc maintenant, ça change un petit peu. Post-croissance, on peut appeler ça le champ d'études qui rassemble à la fois les objections de croissance, donc la théorie critique, par exemple Limits to Growth, le rapport Meadows, ça c'est des objections de croissance, qui rassemblent aussi la décroissance comme transition, donc
tous les scénarios un petit peu de, on va dire, de sobriété radicale, de redirection écologique, de renoncement productif, et qui rassemble aussi un petit peu les utopies post-capitalistes en général. Donc tout ça, maintenant, moi j'inclus ça dans le champ de la post-croissance. Je pense que c'est plus rigoureux d'utiliser le terme comme ça plutôt que de l'utiliser comme synonyme qui fait moins peur de la décroissance pour parler du phénomène. On va passer à la deuxième partie de votre intervention, Quentin. Oui, donc on la présente souvent face à la décroissance. Pourquoi pensez-vous que la croissance verte est un mirage ? Alors, celle-là, elle va nous prendre un petit temps, mais avant ça, j'ai pas répondu à une question, mais ça va être complètement connecté. Ça, c'est une question très facile à répondre de est-ce qu'on peut se stabiliser en économie stationnaire ou est-ce qu'on doit faire face à une situation de décroissance ? Ça dépend d'une seule chose, enfin ça dépend de plusieurs choses, mais ça dépend d'abord du degré de dépassement des limites planétaires. Donc par exemple, vous avez un pays, on va dire la France, qui peut être dans 3 situations. Il peut être ce qu'on appelle en surchauffe écologique ou en déficit écologique, c'est-à-dire qu'il dépasse ses limites planétaires. Donc il utilise plus de ressources que les écosystèmes peuvent en régénérer. Là, les nerds dans la salle vont me dire « Mais c'est une limite planétaire, comment est-ce que c'est une limite planétaire alors qu'en France c'est national, limite planétaire c'est global ?» Tour de passe-passe méthodologique où en fait on vient calculer l'équivalent de la limite planétaire changement climatique en France. Il y a beaucoup de manières de le faire et ça, ça fait partie des innovations méthodologiques, mais c'est voilà, l'équivalent en France, en gros, à partir duquel, ou si en France on utilise trop de carbone, on va utiliser le carbone de quelqu'un d'autre aujourd'hui dans le monde qui ne pourra pas l'utiliser sans faire dépasser l'échelle globale. Donc si on est en surchauffe, on peut être soit en surchauffe écologique, soit on peut être juste à l'équilibre, tu es à 100%. Tu utilises ton budget carbone, vraiment pas une tonne de plus, pas une tonne de moins. Le sniper. Ça n'arrive pas. Soit tu es en surplus écologique. Le surplus écologique, c'est que tu utilises moins que ce que tu pourrais utiliser. C'est le cas aujourd'hui de la plupart des pays en développement. En fonction du degré de surchauffe écologique, si tu utilises 101% de ton budget, bah peut-être que rien qu'avec les gains d'efficacité, l'économie circulaire, les éco-innovations, bah ça va te permettre de décarboner un peu ton économie et de revenir à 100%. Si tu es à 476%, comme le Luxembourg, là, la technologie, elle ne peut plus te sauver. Tu gagnes quelques pourcents par an, mais il va falloir qu'il y ait quelque chose d'autre. Et donc, les deux choses qui nous intéressent, c'est le degré de dépassement en volume, et c'est année par année le changement de ce qu'on appelle les intensités biophysiques. Les intensités biophysiques, c'est en gros l'intensité, par exemple, en carbone, de la production et de l'usage d'une voiture. Bah, si d'une année à une autre, on arrive à produire le même nombre de voitures et à rouler le même nombre de kilomètres, mais en émettant 30 fois moins, bah, c'est ouf. Là, ça permet vraiment de réduire. Mais si c'est juste 0,5 fois moins, ou même 0 parce qu'on a 10% peut-être de gains d'éco-innovation et d'efficience, mais on produit 3 fois plus de voitures, donc ça fait un effet rebond, bah, on reste en surchauffe. Et donc, la plupart des pays à haut revenu, donc moi j'ai travaillé sur la France et maintenant je travaille sur la Suisse. La Suisse, dans cette situation, très grosse surchauffe écologique, stagnation un petit peu des empreintes. La plupart, vraiment, ils n'arrivent pas à baisser leur empreinte matière, leur empreinte hydrique, leur empreinte sol, leur empreinte carbone, qui baisse un petit peu, mais pas assez. Et aussi stagnation ou parfois même ralentissement des intensités biophysiques, liées à, par exemple, comme les États-Unis, si vous fermez vous passez du charbon au gaz, ça va faire baisser en fait l'intensité carbone de votre énergie. Mais une fois que vous êtes passé du charbon au gaz, bah, si vous brûlez de plus en plus de gaz, ça augmente quand même vos émissions. Il faudrait passer à un autre truc, peut-être du gaz aux énergies renouvelables. Donc on voit que ça avance par marche. Et malheureusement, comme souvent dans l'histoire des techniques, on a un peu tendance à faire les trucs les plus faciles, les moins chers d'abord. Et donc parfois, il y a certains secteurs qui accélèrent, mais il y a aussi certains secteurs qui ralentissent et certains secteurs où on arrivait à des plateaux. Par exemple celui de l'aérien où il n'y a pas vraiment d'alternative non carbonée pour faire voler un avion dans en tout cas les quelques années à venir où on va faire les efforts. Donc là ça nous dit quoi qu'on fasse, on ne peut pas attendre un changement révolutionnaire des intensités biophysiques de l'aviation et donc ça va être principalement de la sobriété.
Question complémentaire. Pardon, ah oui, non, mais je n'ai pas du tout rêvé, excuse-moi. Donc la croissance verte, bah, c'est ça en fait, quand on regarde l'évolution des... C'est un peu la même question, c'est la question du découplage. Donc le découplage, c'est la relation, comment est-ce que la courbe économique va danser avec la courbe écologique. Est-ce qu'elles vont dans deux sens différents, donc le PIB qui monte et par exemple les émissions de carbone qui baissent, donc là ça se découple, vous voyez la distance qui augmente, ou est-ce que ça reste très couplé? C'est-à-dire qu'un point, 1%, un point de PIB en plus, eh ben, ça fait augmenter les émissions carbone. Le plus vous êtes couplé, en fait, le plus, d'une certaine manière, vous allez devoir faire preuve de sobriété. Alors que si vous arrivez complètement, dans un théorique, à découpler, ben alors là, c'est bon. Si vous arrivez complètement à découpler, vous n'avez même pas besoin de faire de décroissance parce que votre PIB ou votre indicateur de production et de consommation, il a perdu toute relation avec vos empreintes. Donc ça, c'est une question théorique. Moi, j'ai démontré dans mes recherches que empiriquement, de ce qu'on peut observer ces dernières décennies, en fait, les tendances ne vont pas dans le sens où l'économie elle sera en train de se verdir suffisamment pour ne pas considérer une baisse de la production et de la consommation. En gros, on ne va pas revenir sous le seuil des limites planétaires sans sobriété radicale, c'est-à-dire sans déconsommation et renoncement productif, donc sans une baisse de la production et de la consommation. C'est une possibilité qui est... La deuxième question, c'est est-ce que c'est théoriquement possible? Là déjà, c'est moins intéressant, c'est beaucoup plus nerdy. Moi, je pense pouvoir démontrer que ce n'est pas théoriquement possible. Dans le sens où, et là, beaucoup vont dire, mais c'est théoriquement possible de découpler l'activité économique des émissions de gaz à effet de serre. Oui, ça c'est théoriquement possible, on comprend. Il faudrait juste arrêter d'utiliser des énergies qui émettent des gaz à effet de serre, du charbon, du pétrole, du gaz, et utiliser de l'énergie qui n'en émet pas. Vu que la plupart des gaz à effet de serre, il est lié à l'utilisation du charbon, du gaz et du pétrole, bah là, on pourra faire les mêmes activités, mais avec une autre source énergétique. Ok, mais comment est-ce que vous faites pour découpler avec la matière, les métaux, la biomasse? Alors, on voit quand même que ça va être vachement dur de construire un bâtiment sans matériaux, même si on a une quantité infinie d'énergie renouvelable. Donc je pense qu'on peut quand même, si on veut, construire une théorie. C'est pas très intéressant parce que c'est des possibilités en fait très futuristes. On n'a pas besoin de démontrer en fait que c'est possible ou complètement impossible. Ce qui nous intéresse, parce que c'est une question qui est à retardement, c'est de se dire est-ce que dans les 5 ans à venir ou les 10 ans à venir, on peut s'attendre à un grand verdissement de l'économie avec les politiques actuelles? Si oui, trop bien. Sinon, qu'est-ce qu'on fait d'autre? Merci. Du coup, ça répond à la question que vous vouliez poser en suivant. Donc, on enchaîne. Samuel, tu voulais revenir sur la question des indicateurs ? Oui, notamment sur la critique du PIB. Est-ce que vous pourriez nous expliquer pourquoi il est important, donc, selon vous, de remplacer le PIB et surtout par quel indicateur? Le remplacer, ça dépend pourquoi. Un indicateur, il fait deux choses. Enfin, principalement, c'est un indicateur qui est créé par des gens à l'université pour mesurer des choses, pour répondre à des questions de recherche. Et ensuite, qui permet d'orienter des actions dans l'économie dans son ensemble, hein, des actions des acteurs économiques dans le privé et dans le public. Donc là, déjà, ces deux débats, c'est de se dire, voilà, est-ce que le PIB, il parvient à mesurer cette réalité qu'on essaye d'étudier? Pour le coup, le PIB est un très mauvais indicateur d'étude des phénomènes écologiques parce qu'il ne regarde que les trucs monétaires. Et les trucs monétaires, bah, la monnaie, c'est une institution humaine qui a aucune corrélation directe avec l'énergie, avec la biodiversité, avec le climat. Et donc étudier les phénomènes monétaires, c'est déjà un petit peu prendre un pas en fait, de déconnexion avec les phénomènes de la biosphère. Et ensuite, pour conduire des politiques publiques, bah, c'est un indicateur, je pense, aujourd'hui, c'est une critique, donc, critique politique du PIB, on lui donne trop d'importance. C'est-à-dire que quand on se dit, par exemple, ces articles, vous en avez sûrement vu passer, le réchauffement climatique va faire baisser le PIB. Là, moi, je trouve ça bizarre. Le PIB, donc un indicateur qui mesure vraiment une sous-partie d'une sous-partie de la réalité sociale, donc juste ces transactions monétaires dans une petite partie de l'économie, que l'on compare avec le réchauffement climatique qui vient mettre à mal l'habitabilité de la Terre, et on se dit, attention, ça va faire baisser le PIB. C'est comme se dire, merde, je vais avoir un accident de voiture, ça va salir mes chaussures.
C'est deux grandeurs d'importance qui sont complètement différentes. Donc là, ça nous montre quelqu'un qui se dirait ah non, moi je veux pas avoir d'accident de voiture parce que ça, je vais salir mes chaussures. On se dirait il prend un peu trop soin de ses chaussures et pas assez de sa santé. Donc là, pour le PIB, c'est pareil, surtout que depuis les années 70, on a une armée d'indicateurs alternatifs qui sont de deux grandes familles, soit des indicateurs qui reprennent l'esprit du PIB, c'est-à-dire d'avoir un seul chiffre, on appelle ça des indicateurs synthétiques, donc des indicateurs agrégés. Ça, c'est très difficile parce que pour agréger, il faut avoir une unité commune. Si vous voulez agréger des mètres carrés de sol artificialisé, des vitesses de disparition d'espèces, des tonnes de carbone, des litres d'eau, il faut une unité. Donc, par exemple, en Suisse, ils utilisent l'ECE, l'unité de charge écologique, pour mesurer un petit peu l'équivalent d'une empreinte carbone, mais une empreinte écologique de n'importe quel bien produit ou consommé. Une autre technique, c'est de synthétiser avec les euros, avec un agrégat monétaire. Ça, on peut le faire. Soit on fait des indicateurs synthétiques, soit on fait des indicateurs tableau de bord. Par exemple, les budgets bien-être de la Nouvelle-Zélande depuis 2019, où eux, ils ont 65 indicateurs. Il y a des indicateurs en euros, il y a des indicateurs en mètres carrés, il y a des indicateurs en carbone, il y a des indicateurs en heures. Et comme ça permet de faire des analyses multicritères, de faire si on fait une politique publique pour ça, si on investit dans ça, ça va faire augmenter l'espérance de vie, ça va faire baisser le chômage des jeunes, ça va faire augmenter les mètres carrés artificialisés. Après, on discute, on se dit est-ce qu'on veut vraiment faire ça ? Et on peut mesurer, statistiquement, on peut regarder avec des diagrammes en araignée, avec toutes les choses, de voir un peu, comparer différentes politiques publiques avec des analyses multicritères. De la même manière qu'on peut mesurer politique publique, ça fait augmenter le PIB de plus 1, politique publique, ça fait augmenter de plus 0,5, politique publique 3, ça fait augmenter de moins 2%. Mais moi, j'ai tendance à dire quand même, et c'est assez facile à défendre, que confronté à une réalité complexe, les analyses multicritères, elles permettent quand même de déblayer beaucoup plus les risques de plusieurs choix. Alors bien sûr, on va me dire, oui, mais statistiquement, c'est difficile à calculer. Ça, c'est tellement un argument des années 1930, ou à l'époque où vraiment, tu avais un ordinateur par pays, et il fallait le laisser tourner pendant 700 ans pour qu'il arrive à te faire une addition. Mais aujourd'hui, vraiment, on a beaucoup d'indicateurs, on a des bases de données qui sont vraiment de plus en plus précises, et on peut se permettre d'avoir des analyses multicritères. Ça se fait déjà très très bien. Donc là, aujourd'hui, il faut créer une culture, une culture qui ne soit plus centrée sur la simplicité d'un indicateur et cette espèce de monomanie monétaire où, quoi qu'il se passe, on ne regarde que le thermomètre du PIB. Donc il faut arriver, c'est pour ça que moi je dis souvent pour provoquer qu'il faut juste brûler la recette du PIB, et pour réinventer justement une manière de mesurer la production, pour un petit peu, stimuler notre innovation sur comment est-ce qu'on mesure cette grande question de qu'est-ce que la prospérité économique. Voilà, le PIB aujourd'hui, c'est un petit peu un raccourci. Dire, voilà, la prospérité de l'économie, c'est quand le PIB monte. Et le contraire de la prospérité, c'est quand le PIB il descend. Réponse un peu molle, quand même. On va pas se mentir. Alors que si on évacue le PIB et qu'on demande aux économistes c'est quoi la prospérité, là, tout de suite, c'est stimulant. On va essayer de le mesurer autrement. Qu'est-ce que ça veut dire ? Moi, c'est pour ça, ces discussions sur la croissance-décroissance, ou même sur la pauvreté, essayez d'avoir les mêmes, mais vous n'avez pas le droit d'utiliser le bingo classique des économistes. Inflation, chômage, dette privée publique, croissance. Appelez les choses plus concrètement. Qu'est-ce que vous entendez par croissance ? C'est la production de pneus, c'est plus d'heures dans les crèches, c'est plus de kilomètres de pistes cyclables, c'est des pulls rouges, des pulls bleus, des chaussettes. Je ne sais pas, toute l'économie, c'est quelque chose de très concret, on en fait l'expérience tous les jours. Et cette discussion qui paraît un petit peu rétrospective ou même rétrograde, dans le sens où pourquoi est-ce qu'on viendrait détricoter un indicateur qu'on utilise depuis 100 ans, je pense qu'elle peut être source d'innovation aujourd'hui, source de surprise. Vous aviez beaucoup de questions tous les deux. Je vous propose qu'on passe à la dernière, parce que sinon on va être très en retard. Quentin, c'est à toi. Ouais, sur un peu plus la théorie économique. Donc, comment financer concrètement la transition vers la décroissance que vous proposez ? J'aime bien le concrètement. Alors, de manière abstraite. Déjà, la question, la réponse directe, c'est on ne sait pas. Pourquoi est-ce qu'on ne sait pas ? On ne sait pas pour les raisons qu'on a évoquées avant. C'est une question
compliqué déjà de financer quoi que ce soit. Ça reste une question clé de l'économie. Financer quelque chose, ça veut dire mobiliser des ressources ou négocier en fait l'accès à des ressources. Ces ressources, elles ont de la valeur. Si on cherche à les mobiliser pour faire quelque chose, si elles n'ont pas de valeur, vous pouvez financer tout ce que vous voulez. C'est financer un projet où vous allez juste rassembler les poubelles de vos voisins, ça va être facile, hein. Et donc à partir de ça, ça vient toucher en fait à la définition de la valeur, aux inégalités, au risque de la pauvreté, toutes ces choses-là. Que ça soit un financement monétaire ou que ça soit même l'accumulation des ressources. Donc là, je fais ce petit préambule pour vous inviter à penser au financement de manière non monétaire. Parce que qu'est-ce que la monnaie ? C'est une institution sociale déjà, je l'ai déjà dit. La monnaie, c'est plus une clé, un code d'accès. La monnaie, elle vous permet d'accéder à des trucs, de la nourriture, un logement, un bus, le temps d'un médecin, toutes ces choses-là. Donc la monnaie, c'est l'accès à des ressources. Le financement, si vous lancez une entreprise, par exemple, et vous voulez entamer un procédé de production, vous allez engager des employés que vous allez payer, vous allez louer un local, vous allez sûrement acheter de l'énergie, des matériaux, des machines, des brevets, et vous allez produire quelque chose. OK ? Donc financer, qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire mobiliser ces ressources. Premier point, pour mobiliser les ressources, il faut que des ressources, elles existent. Okay ? Dans une économie en croissance qui dépasse les limites planétaires, qu'est-ce qui se passe ? On dilapide des ressources et donc on raréfie certaines ressources. Donc là déjà, la théorie qui nous dirait que la croissance autofinance toujours plus de croissance, bizarre. Bizarre, parce qu'au bout d'un moment, tu auras beau avoir un PIB énorme, si toute ta population elle est en dépression, qu'il y a des inondations un jour sur deux et qu'il fait 40 degrés, tu ne pourras jamais produire quoi que ce soit. Donc là, il y a cette question de la décroissance, si elle permet en fait de manière sélective produire et consommer moins, ça va libérer un budget écologique. Ça va libérer, rendre des ressources disponibles et donc faciliter le financement de nouvelles activités économiques. Très simplement, vous prenez un centre commercial, vous le fermez, vous gardez le bâtiment, vous en faites un hôpital. Vous avez financé un service public à travers la décroissance d'une activité économique. C'est ce que certains appellent de la redirection écologique. Donc là, après, vous avez la deuxième étage de la question, c'est « Ok, Timothée, t'es bien gentil avec tes trucs, mais dans une économie capitaliste aujourd'hui où les choses sont marchandisées, pour mettre une économie en mouvement ou financer quelque chose, il faut de la monnaie sonnante et trébuchante. » Et là, il y a beaucoup de réponses, et c'est des réponses qui ne sont pas uniques à la décroissance. C'est-à-dire que c'est des réponses qui sont partagées par tout projet aujourd'hui qui veut lancer quelque chose qui n'est pas excessivement lucratif, donc qui ne va pas s'autofinancer dans le sens capitaliste du terme, c'est-à-dire qu'il ne va pas créer un produit qui va pouvoir être vendu à des gens avec un pouvoir d'achat suffisant pour rémunérer l'intégralité des personnes qui ont mobilisé des ressources pour ce procédé de production. Donc un service public notamment, une association, les Restos du Cœur, parfois un film, un documentaire, une conférence comme celle-ci. Enfin, c'est plein de ces événements comme ça où on doit avoir des modes de financement un petit peu alternatifs parce qu'ils ne s'auto-financent pas. Et là, vous n'avez pas 16 milliards de possibilités. Les possibilités, on en revient en fait aux grands mécanismes d'allocation tels qu'ils ont été théorisés par les anthropologues d'ailleurs, par les économistes, de se dire que l'allocation, en fait, c'est la circulation des ressources, les changements de droits de propriété. Donc ça peut être le don. On peut faire un événement et faire un appel au don pour financer le prochain livre de Timothée Paric. Si vous me donnez X euros, j'atteins la cagnotte. Trop bien, j'écris un livre et j'en fais don à l'humanité. Trop cool. Ok. Ça peut être la réciprocité. Bah, trop bien, c'est quelqu'un je demande à Thomas Piketty de me prêter 100 000 balles et quand mon livre je lui prête pour son prochain livre. Voilà, c'est un mode de financement. Il y a bien sûr l'échange marchand, de se dire bah tiens, la conférence, on va vendre le ticket à 30 euros pour le prix de l'électricité, des trucs comme ça, et ça s'autofinance. Et il y a la répartition politique, de se dire on va financer par exemple quelque chose à travers l'impôt. C'est un autre mode de financement, c'est comme ça qu'on finance les services publics notamment. Et donc là, il faut se dire, en fonction des projets, genre la décroissance, on l'a vu, c'est un mécanisme agrégé. Mais donc, les projets les moins lucratifs pendant cette transition, par exemple, je ne sais pas, les projets de dépollution ou de maintien de la biodiversité, où là vraiment, il n'y a pas 1 euro à faire, quoi.
c'est que de l'argent envoyé juste pour réparer une nature qui ne te repayera jamais. Bah ça va être financé pas par l'échange marchand, vu qu'il n'y a pas de produit à vendre. Le don, un petit peu chelou, parce que c'est des trucs qui vont bénéficier aux générations futures. Bon, c'est quelque chose qui va peut être mieux financé par la répartition politique, un impôt sur les pollueurs-payeurs, on voit un petit peu le système. Il y a d'autres choses, par exemple, je ne sais pas, la production de vélos électriques, bah, c'est peut-être quelque chose aujourd'hui qui marche assez bien en production marchande. Après, bien sûr, il y a un spectre de production marchande. Une production marchande dans une grosse entreprise hiérarchique à but lucratif, ce n'est pas la même que dans une petite coopérative de l'économie sociale et solidaire. Donc là aussi, c'est différents spectres où la décroissance, elle demande d'avoir des règles de financement et d'organisation de l'entreprise. Si les vélos électriques aujourd'hui, on devait rémunérer les détenteurs du capital de la même manière qu'on fait avec les labos pharmaceutiques, bah oui, on ne pourrait pas se permettre d'avoir des vélos. C'est simple. On ne pourrait pas se permettre d'avoir des vélos. Et donc, on se dit, bah tiens, est-ce qu'on ne pourrait pas, vu que c'est quelque chose d'essentiel, se dire, les fabricants de vélos ou les fabricants de médicaments ou ceux qui gèrent l'immobilier devraient être soumis à certaines règles spécifiques qui facilitent le financement, remplacé plutôt par l'organisation économique de ces activités. L'économie sociale et solidaire, big up à Timothée. Je me suis toujours considéré comme l'autre Timothée. Timothée, donc, tu étais là avant. Donc avec Timothée Duverger, c'est vrai dans un article, on a rapproché en montrant que l'économie sociale et solidaire telle qu'elle existe aujourd'hui, c'est un très bon véhicule. C'est une forme d'organisation économique qui est assez compatible sur comment faire fonctionner une économie en mode stationnaire, en mode respect des limites planétaires, et une économie en fait qui soit moins dépendante de ce qu'on appelle des impératifs à la croissance. Et les impératifs à la croissance, c'est quelque chose en fait qui, au bout d'un moment, empêche de financer quoi que ce soit. Donc là, on voit, avant de se poser la question du financement, où ça pourrait être simple, on pourrait dire ah bah tiens, la transition écologique, ça coûte ça. Ok, il faut taxer les riches. Bien sûr, quand on parle de répartition politique, bah, un impôt, et l'impôt, c'est toujours un impact sur les inégalités, donc il va falloir se poser la question sociale de comment est-ce qu'on finance ça à travers l'impôt. Peut-être il y a une partie aussi par création monétaire. Moi, c'est quelque chose qui m'intéressait beaucoup pendant ma thèse, de voir comment est-ce qu'on crée la monnaie aujourd'hui. Parce que beaucoup des projets, par exemple, d'extraction d'énergie fossile, quand ils veulent financer un des projets, ils vont voir une banque, ils leur disent on a besoin de X millions, et la banque, elle leur crée de la monnaie spécialement pour eux, de la monnaie qui n'existait pas avant. Donc ça, c'est quand même un bon avantage. Alors que si vous avez une coopérative et que vous allez les voir et demander à une banque d'emprunter de l'argent, ils vont vous dire bah non, c'est pas assez lucratif. Donc là, on voit que si on change les règles de financement, on fait l'opposé, par exemple, l'évaluation des projets en fonction de leur empreinte écologique, et on met un malus. Tout projet extractif avec une empreinte écologique, en fait, qui alourdit l'empreinte écologique, en fait, ça devient ultra cher d'emprunter pour eux. Alors que si vous avez une coopérative de reconstruction écologique, coopérative à but d'emploi ou de réensauvagement, et ben là, ça va être des prêts à taux zéro ou même des prêts à taux négatifs. Donc là, ça va faciliter le financement. Et vous voyez, quand je pense financement, moi, je ne pense pas euro. Ça va vous rendre plus facile la mobilisation de ressources disponibles. Alors que si Total vous ouvrez un nouveau puits, ça va le rendre beaucoup plus difficile, la mobilisation de travail, de logement, d'énergie, de ces choses-là. Merci Quentin et Samuel. Merci. On va poursuivre. Merci à vous deux. Tu peux le laisser sur la table. Il devrait pas tomber. On va poursuivre sur la mise en œuvre de la décroissance qu'on a un petit peu commencé à aborder. Et on accueille Zoé et Jules pour ça. Bonjour. 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 Alors, première question. Vas-y Zoé. Oui, merci. Du coup, oui, la question que je voulais vous poser, c'était on peut remarquer que les économies des Suds, eh bien, elles sont souvent absentes des discussions sur la décroissance. Et donc, comment prendre en compte, selon vous, les inégalités nord-sud dans votre définition ? Et du coup, un peu lié à ça, plus globalement, comment appliquer le modèle de décroissance aux économies émergentes ? Alors, je ne suis pas tout à fait d'accord que la question des économies des Suds n'est pas
présente dans la littérature sur la décroissance. Je pense même que ça a été un élément déclencheur, par exemple dans les travaux de Serge Latouche, qui a été quand même l'un des pionniers au début des années 2000. Serge Latouche, lui, il arrive en fait de cette littérature. Lui, il explique souvent dans ses entretiens, ce qui lui a fait penser à la décroissance, c'est son travail en tant qu'économiste du développement dans des pays africains, et de voir en fait les conséquences du mode de vie occidental imposé aux pays exportateurs de ressources naturelles. Parce qu'on l'a vu, si on ne peut pas découpler une économie, plus vous produisez, plus il faut importer des métaux, de l'énergie fossile, des choses comme ça. Et donc, plus il faut, dans d'autres pays, raser des forêts, creuser des puits, polluer des rivières. Et donc, on a cette problématique de justice environnementale. Et là, aujourd'hui, c'est très, très bien chiffré, où on sait que ce sont les pays les plus pauvres qui vont subir la plus grande partie des dégâts écologiques, eux, causés par les pays les plus riches. Donc, c'est complètement inversé. Et donc la décroissance, même si elle était très centrée, on ne parle que de la décroissance de la France, de la Suisse, de l'Allemagne, de la Suède et des États-Unis, elle aurait quand même, moi j'arriverais quand même à la décrire comme une stratégie de justice environnementale, parce que son but premier, c'est d'éviter en fait de compliquer une situation qui est déjà très compliquée pour des pays qui sont en dessous de ce que Kate Raworth appelle les planchers sociaux, donc des pays qui en fait vont avoir besoin de mobiliser des ressources pour pouvoir construire toutes ces choses qu'ils ont besoin pour vivre bien. C'est ça la définition de la pauvreté de manière multidimensionnelle, c'est quand on n'a pas accès à toutes ces choses qui nous permettent d'avoir une vie décente. Et donc la littérature, elle s'est développée comme ça, dans le sens où justifier qu'on se concentre que sur les pays riches, donc les pays biophysiquement obèses, mais on le fait pas. Moi, mon but dans la vie, c'est pas d'améliorer la qualité de vie en France, quoi. Bon, je pense la qualité de vie en France, c'est pour ça que je dis, dans le souci du bien-être, je parle souvent de sécuriser le bien-être. Je pense que même un pays comme la France peut se permettre d'avoir une petite chute de qualité de vie. Alors là, c'est choquant d'entendre ça, mais éthiquement parlant, moi, je ne serais pas choqué si on me disait, vous savez quoi, et là, je veux dire quelque chose de choquant. Vous savez quoi, l'espérance de vie en France, elle va baisser d'1 an, mais en contrepartie, l'espérance de vie dans les pays les plus pauvres, elle va augmenter de 20 ans. Je pense que la plupart des gens, on vous donne ce paradoxe, vous vous dites, bon, ok, on peut comprendre que ça peut être oui. Après, ça, on peut mettre d'autres chiffres. Là, on a de la chance parce qu'on n'a pas à sacrifier, mais on a à sacrifier d'autres trucs, de se dire, tiens, nous, on perd un petit peu en kiff de prendre l'avion pour aller dans des destinations exotiques. Donc, c'est une baisse d'une certaine définition de la qualité de vie, selon des critères qu'on a aujourd'hui dans des pays riches. Si ça permet de libérer du budget carbone global qui va pouvoir être utilisé dans les économies des Suds, qui eux va faciliter en fait beaucoup d'activités qui vont faire baisser la mortalité infantile, qui vont augmenter l'espérance de vie, qui vont augmenter les possibilités de mobilité pour des personnes qui ne sont jamais sorties de leur pays. Donc là, je pense que ça reste assez justifiable. De ce point de vue-là, par contre, sur la deuxième partie de la question, moi, je suis toujours très timide d'appliquer le concept de décroissance dans le contexte du Sud global, pour plusieurs raisons. Première raison, la décroissance, c'est vraiment un concept d'Europe de l'Ouest. Vraiment, c'est méditerranéen, on dit, mais c'est très français, italien. Maintenant, il y a une grande partie théorique en Allemagne, en Espagne, mais ça reste quand même quelque chose de très local. Même au Canada, aux États-Unis, il n'y a pas de culture de décroissance, il n'y a pas beaucoup d'activisme de décroissance. Mais ça correspond à d'autres concepts, c'est-à-dire certains éléments de la décroissance peuvent s'associer au concept sud-américain du buen vivir. Ça serait bizarre de parler de décroissance en Uruguay et de buen vivir en Belgique. Là, on a l'impression d'inverser. Ou pareil, des concepts comme l'éco-soirage en Inde, ou l'Ubuntu en Afrique, ou la philosophie du lagom en Suède. Enfin, on retrouve en fait, c'est un petit peu ces cultures de la sobriété, de la tempérance, de la modération, sous plein de formes différentes. Et c'est important de ne pas se dire, il y a un concept qui va les gouverner tous. Donc ça, c'est la défense de ce que les chercheurs appellent le pluriverse des concepts, de se dire en fait chaque pays est dans des situations différentes, mais aussi qui ont des similarités biophysiques. Ça, le concept des limites planétaires, c'est assez bien parce que
Votre empreinte écologique, on peut la mesurer de la même manière. Quoi qu'il se passe, dans tous les pays du monde, on mange des calories, on utilise des mètres carrés de sol. C'est la même chose. Donc ça, on peut quand même mesurer, mais après, la manière, le récit qu'on va construire, comment est-ce qu'on appelle la sobriété, par quoi on la justifie, ça va être complètement différent. Ça, c'est le premier point conceptuel. Deuxième point aussi, c'est qu'on ne l'oublie pas. Donc la décroissance comme théorie critique, elle peut s'appliquer partout. D'ailleurs, le concept de post-extractivisme, qui est très lié au buen vivir, dans des économies extractives sud-américaines, c'est une théorie critique pour critiquer justement le mode de vie des pays riches qui imposent en fait des régimes d'extraction insoutenables dans les Suds globaux. Ça, la théorie critique, c'est la même chose dans la décroissance, mais lui, il parle de post-extractivisme, donc le grand méchant, c'est l'extractivisme. Nous, le grand méchant, c'est la croissance, même chose. En termes d'utopie, eux, ils ont le buen vivir. Et nous, on a peut-être en France, on a le paradigme convivialiste, qui est pas mal, ou peut-être aussi l'économie sociale et solidaire, qui est un aspect de projet de société, qui n'existe pas dans d'autres pays. Par contre, la stratégie, donc cette réduction de la production et de la consommation, elle n'aurait aucun sens dans un pays pauvre. Pourquoi ? Parce qu'on l'a vu, on ne produit pas et on ne consomme pas pour se faire plaisir. C'est le but d'une économie, c'est de produire, de s'organiser collectivement pour rendre possible la production des biens et des services qui peuvent satisfaire des besoins. Si vous arrivez à produire assez de biens et services, ou la qualité des biens et services qui permettent que tout le monde satisfasse ses besoins, vous avez un peuple qui peut sortir de la pauvreté. Si vous n'arrivez pas, des personnes dans votre économie vont rester dans la pauvreté. Et donc, quand vous calculez ce qu'on appelle un surplus macroéconomique, c'est-à-dire vous faites l'addition de toutes les richesses en France, et vous matchez ça avec l'addition de tous les besoins en France, vous vous rendez compte que nous, en fait, on a largement assez. Même si on supprimait 10%, 20%, 30%, 40%, 50% presque. Allez, on s'arrête à 40% du revenu national français qui disparaît d'un coup. Si on distribue de manière équitable, il n'y aurait personne théoriquement qui serait dans une situation de pauvreté. Alors que vous prenez un pays comme l'Afghanistan ou Madagascar, ils n'ont pas de surplus macroéconomique. Même s'ils avaient la distribution la plus équitable du monde, il y aurait quand même des gens qui ne mangeraient pas assez, qui n'auraient pas accès à assez de mètres carrés de logement. Donc ça, c'est le signe macroéconomiquement que c'est des pays qui vont devoir mobiliser plus de ressources naturelles pour produire plus de trucs et donc consommer plus de trucs. Alors que nous, la pauvreté qui reste dans un pays comme la France, c'est plus un problème de production, c'est un problème d'allocation, de partage. Donc moi, je suis quand même d'avis, la décroissance, c'est un régime. Et donc, le régime il se concentre sur les pays en situation d'obésité biophysique, même si on peut se permettre d'utiliser certains éléments de la post-croissance, donc par exemple la théorie critique, de se dire certains pays, notamment des pays du Sud, peuvent, avec un récit très croissanciste, justifier une extraction insoutenable. Et dans ce cas-là, ça peut avoir du sens de parler de décroissance juste pour venir problématiser une relation spécifique avec la croissance économique, sans pour autant préconiser la décroissance comme stratégie de réduction de la production et de la consommation. Je vous propose qu'on passe directement à la question 3. Désolé. Non, c'était l'ensemble des questions qui suivaient. Ah, on saute la tienne. Allez-y. Ah bon, du coup, oui, si l'on se recentre sur la France, il existe déjà certaines alternatives économiques avec, par exemple, dans le Pays Basque, la mise en place d'une monnaie alternative, le SCO. Pouvez-vous nous expliquer le rôle que pourraient jouer ces monnaies locales dans la mise en œuvre de la décroissance ? Alors une monnaie locale ou monnaie alternative ou monnaie complémentaire, on dit complémentaire parce que ce sont des monnaies qui circulent en parallèle d'une autre monnaie. Donc l'eusko au Pays Basque circule en parallèle de l'euro. Vous pouvez transformer des euros en eusko et utiliser ces eusko dans un système économique particulier. C'est-à-dire que tous les commerçants ne les acceptent pas. Donc là, moi, là où j'habite, par exemple, voilà, il y a une petite librairie indépendante où je peux utiliser mes eusko, mais si je vais à la Fnac de Bayonne avec mes eusko, ils vont pas les accepter. L'utilité, elle est double déjà. Premièrement, ça permet de planifier un petit peu les activités économiques dans le sens où le problème d'avoir une monnaie à usage général, comme on les appelle, comme l'euro, c'est qu'à partir du moment où vous lâchez un euro supplémentaire dans votre économie, vous choisissez comment le dépenser la première fois, dire tiens, je vais le donner à Médecins sans frontières. L'euro, il va dans le compte de Médecins sans frontières, et peut-être que Médecins sans frontières, ils vont s'en servir pour payer des billets d'avion, pour envoyer leurs médecins, c'est utile. Mais ensuite, cet euro, il va se retrouver peut-être dans la compagnie aérienne, distribué en dividendes à des gens super riches qui vont ensuite l'investir dans l'extraction fossile. Donc vous voyez, votre euro, il circule, il va dans des endroits où on ne veut pas qu'il aille. Parce que la monnaie, on l'a vu, c'est une force de mobilisation. Alors qu'une monnaie locale, votre eusko,
il peut que circuler dans votre circuit économique. Et ce circuit économique, il est déterminé de manière démocratique par l'association monétaire, qui peut faire de la planification économique, donc de se dire, bah tiens, nous, par exemple, c'était une discussion au sein de l'EUSCO, est-ce qu'on autorise les grands supermarchés à rentrer ? Et vu qu'ils s'étaient dit, non, nous, on veut que faire de l'agriculture biologique, donc les grands supermarchés qui ne jouent pas le jeu ne peuvent pas rentrer dans le circuit économique. Donc, quand vous faites une stratégie de décroissance où on se dit on va essayer en gros d'assécher certains secteurs, les secteurs fossiles, polluants, spéculatifs, enfin vous choisissez comme vous voulez, mais il faut aussi assécher ces secteurs tout en continuant à stimuler d'autres secteurs qui ont besoin de s'étendre. Et bien avoir deux monnaies, ça vous permet de faire des politiques économiques à double vitesse. Ça, c'est pas mal. Deuxième avantage, parce que là pour l'instant on a juste vu c'est la circulation au fil du temps des euros, mais on l'a vu aussi, la monnaie elle est créée à partir d'un moment. Quand vous allez emprunter 1 million d'euros à la Société Générale, la Société Générale va créer 1 million d'euros pour vous, qui n'existait pas avant dans l'économie. Vous allez faire ce million d'euros, faire quelque chose, et ensuite, quand vous le remboursez, la monnaie va être détruite. Elle va disparaître de l'économie. Aujourd'hui, on ne peut pas créer de monnaie locale, parce que dans la loi, on est obligé d'avoir la parité, 1 euro correspond à un EUSCO. Donc pour chaque EUSCO en circulation, on a 1 euro qui attend sur un compte bancaire. S'il y a un effondrement du système EUSCO, chaque personne peut être remboursée intégralement. Mais donc, la création monétaire, on voit si on crée 1 million d'EUSCO et que ça s'effondre, l'EUSCO il aura perdu de la valeur si ce 1 million d'EUSCO n'a pas créé une valeur équivalente. Mais le problème, quand on ne peut pas créer de monnaie, c'est qu'on ne peut pas investir. Donc l'étape d'après, théoriquement, qui pourrait faire en sorte que les monnaies locales deviennent un instrument de décroissance ou du moins de fonctionnement dans une économie stationnaire, c'est leur donner un pouvoir de création monétaire. Par exemple, quand vous avez une activité très peu lucrative qui ne va pas être financée par des banques en euros, parce que ce sont des banques commerciales à but lucratif, vous allez peut-être aller voir une association monétaire comme le l'EUSCO qui peut vous financer. Enfin, voilà, nous, on peut financer ça. Et peut-être que l'association EUSCO reçoit une subvention publique qu'elle utilise justement pour octroyer des financements pour des activités de biens communs. On peut imaginer un système comme ça. Et là, on voit que ça permet d'avoir des investissements chirurgicaux dans l'économie. Et là, on a les deux avantages, c'est-à-dire qu'au point d'investissement, on choisit ce qu'on veut. On a vraiment un investissement très ciblé. Et quand la monnaie ensuite va circuler, à travers la deuxième personne, troisième personne, quatrième personne, on fait en sorte que cet effet multiplicateur, on appelle ça en économie, reste soit au sein d'un territoire, si c'est ça qui nous intéresse, peut-être pour rebooster un territoire qui s'est un petit peu éteint socialement, soit pour juste développer un secteur, sans qu'il y ait justement ces euros se retrouvent, et ça, moi c'est l'analogie, mais on le voit, le capitalisme, c'est un petit peu comme, vous savez, un flipper, il est orienté. Et donc, la boule, elle finit toujours par tomber en bas. Et l'argent, représenté par la boule, dans une économie capitaliste, elle finit toujours par se retrouver dans les activités les plus lucratives. Okay ? C'est juste une question de temps. C'est ce qu'a très bien montré Thomas Piketty. Et voilà, les riches arrivent à s'enrichir plus rapidement que la moyenne. Pourquoi ? Justement parce qu'ils vont placer leur argent dans les projets les plus lucratifs, ce qui veut faire qu'ils vont gagner plus que la moyenne et donc réinvestir. Et donc, c'est le mécanisme qui s'entraîne. Et donc, vu que la transition écologique, c'est quelque chose de très peu lucratif sur le court terme, on ira toujours contre la pesanteur si on essaye d'utiliser le mode de financement d'une économie capitaliste. Et donc, on va devoir créer un nouveau mode de financement qui va devoir demander un changement peut-être de monnaie, un changement en tout cas aussi bancaire. Par exemple, se dire, tiens, dès demain, les banques, vu que c'est un système absolument essentiel, devront suivre les règles de l'économie sociale et solidaire. Toutes les banques deviennent des SIC, des sociétés coopératives d'intérêt collectif, à lucrativité limitée. Là, déjà, ça fait une réforme bancaire importante. Et peut-être même des réformes aussi financières, parce que l'économie, c'est pas seulement... Il y a aussi toute une espèce d'ombre financière de produits abstraits, donc là, qui pourraient aussi être régulés, mobiliser un petit peu les produits d'épargne, les changer. Donc ça, c'est... Aujourd'hui, j'ai un peu l'impression que la décroissance, c'est un projet qui
qui va à contre-courant de l'économie telle qu'elle a été designée. Parce que c'est vrai que l'économie, la plupart des institutions qu'on utilise tous les jours, la monnaie, notre compte en banque, notre compte d'épargne, toutes ces choses-là, ça a été designé dans un moment où chaque année on avait de la croissance et chaque année on voulait de la croissance. Aujourd'hui, on est dans une économie où chaque année on n'a pas de croissance et où peut-être pour des raisons écologiques, on va décider de ne plus vouloir de croissance. Donc il va falloir adapter les outils. Merci. Je vous propose qu'on passe à la question 5. Encore au niveau national, du coup, il y a eu récemment des débats sur l'instauration d'un revenu universel ou sur la réduction du temps de travail. Comment vous percevez ces outils et comment ils peuvent être mis au service de la décroissance selon vous? Alors, je vais avoir une réponse qui n'est pas philosophique. Je pense qu'il y a beaucoup de réflexions en économie politique fascinantes autour du revenu universel. Moi, je vais vous dire comment je l'utilise dans mes scénarios de décroissance, qui est de manière beaucoup plus pragmatique. Décroissance, donc ça veut dire produire et consommer moins. Produire moins, ça veut dire des entreprises qui payaient des salaires, des gens qui recevaient ce salaire, qui avaient un pouvoir d'achat qu'ils utilisaient pour payer leur nourriture, donc pour maintenir un certain mode de vie, ils vont plus l'avoir d'une certaine manière. Donc là, ça crée un problème, un risque de pauvreté. Le revenu universel, qui peut se dénominer, peut être plus ou moins universel, ça peut être un revenu de transition écologique, ça peut être un revenu minimum garanti pour celles et ceux qui travaillent dans des secteurs fossiles, des secteurs en contraction, ça peut être en fait un filet de sécurité pour se dire, pour pas qu'il y ait de chantage en fait à la pauvreté, de se dire mais regardez, vous pouvez pas limiter les vols d'avion sur les lignes nationales, ces pauvres employés, qu'est-ce qu'ils vont faire, ils vont être pauvres. Là, vous dire, non, revenu national garanti. Moi, j'avais calculé d'ailleurs dans ma thèse, ça coûtait moins cher d'avoir un revenu minimum garanti pour toutes les personnes qui travaillent dans l'aérien en France, c'est pas beaucoup, plutôt que les coûts en fait de faire voler des avions. Donc, si ça coûte moins cher de leur payer un salaire à vie pour qu'ils soient en vacances à partir du moment où ils ne font pas voler d'avions, que juste de les laisser faire voler des avions et ensuite de devoir assumer les coûts du changement climatique. Donc là encore, c'est des questions de financement. Donc premier, filet de sécurité. Ça, c'est le plus simple. C'est de se dire, vous savez quoi, vu qu'aujourd'hui, on est dans une société quand même où le pouvoir d'achat dépend principalement du salaire, pour la plupart des gens, on va sectionner cette corrélation et se dire que vous travaillez ou non, vous avez un revenu garanti, un revenu universel, comme ça au moins, on n'a pas trop à s'occuper du chômage pendant cette période de transition. Ça nous donne une certaine agilité pendant quelques années. La réduction du temps de travail, c'est un autre outil où on se dit, tiens, par exemple, dans l'aérien, on a une baisse importante de la demande et de l'offre, donc des consommations au niveau des usagers qui se disent, on va moins prendre l'avion parce qu'on repense notre mobilité, on voyage moins ou on voyage différemment. Et au niveau de l'offre, la compagnie aérienne qui va se dire, très bien, on va profiter de cette tendance de déconsommation pour faire du renoncement productif et fermer des lignes nationales ou peut-être fermer certains vols. Au lieu de faire 4 vols par jour, on va faire 1 vol par jour. Donc là, mais ça veut dire peut-être les personnes qui travaillent pour ces entreprises vont devoir moins travailler. Et donc là, on a 2 choix. Imaginons, c'est 50%. On peut licencier la moitié des employés. Et il y a la moitié qui continue de fonctionner à plein temps. Ou on peut garder tous les employés et les mettre tous à mi-temps. Alors, économiquement, c'est la même chose, dans le sens où c'est la même chose. Alors bien sûr, c'est différents modes de financement. Mais la réduction du temps de travail, nous, on l'utilise beaucoup comme stratégie d'adaptation pour éviter en fait la radicalité du chômage. C'est beaucoup plus facile en fait pour quelqu'un de passer du temps plein à un temps partiel, quitte à avoir un financement extra pour pouvoir maintenir un pouvoir d'achat correct, que en fait de licencier une grande partie des gens et devoir leur retrouver un emploi quelque part. Donc c'est un mix des deux. En fait, on peut faire une réduction du temps de travail avec des filets de sécurité comme le revenu minimum garanti ou le revenu de transition écologique ou ce que certains appellent aussi une dotation inconditionnelle d'autonomie. Enfin, il y en a plein de formes. Dans une revue de littérature qu'on avait fait en 2022, on en avait trouvé 9 designs différents de revenus universels utilisés dans la littérature sur la décroissance. Donc comme des filets de sécurité, mais ça c'est 2, il y en a beaucoup d'autres. Dans cette revue, on avait identifié par exemple 380 instruments de politique publique pour préparer, provoquer, sécuriser et s'adapter à des phénomènes de décroissance. Merci. Il va être temps de passer à la dernière question, tous les deux. Du coup, le Sri Lanka, il a récemment traversé une crise économique majeure, notamment liée à une transition mal planifiée vers l'agriculture biologique.
Cet exemple, il montre les risques finalement d'une transformation qui serait précipitée, sans préparation démocratique, sans soutien des populations. Selon vous, quel mécanisme démocratique et participatif serait indispensable pour éviter ce type de scénario ? J'imaginerais bien quelque chose sur la base de la Convention citoyenne pour le climat, appliquée à différents champs de la transition écologique et aussi à différents niveaux. Donc imaginez une convention citoyenne de la mobilité dans votre territoire, dans votre ville, liée aussi à une convention citoyenne pour le climat général, où on vient mobiliser énormément de connaissances et d'experts pour nourrir un débat démocratique. C'est-à-dire, en gros, pour créer des scénarios. A, B, C, D. C'est là où, en fait, on vient créer des scénarios. Et ensuite, c'est beaucoup plus facile d'appliquer quelque chose à partir du moment où ce sont les acteurs et les actrices de la transition qui, eux-mêmes, en fait, ont eu voix au chapitre, étaient là autour de la table pour en décider. Ça se fait à plusieurs niveaux. Là, on a parlé de l'outil des assemblées citoyennes, mais ça peut être aussi des budgets participatifs. Au niveau des villes. Si on pouvait ouvrir une partie de ces budgets à un débat démocratique à chaque fois pour se dire, voilà, nous, comment est-ce qu'on veut utiliser notre budget carbone à l'échelle de la ville ? Il n'est pas illimité, il est très limité, on ne peut pas tout faire. Et bien on préfère faire quoi ? Pareil pour notre budget artificialisation des sols. On préfère plus de pistes cyclables, on préfère une nouvelle patinoire, on préfère ci, on préfère ça. C'est des questions très concrètes qu'on peut faire à l'échelle de quartier, à l'échelle de ville, et pareil, même à l'échelle des entreprises. Donc les concepts un petit peu dans l'économie sociale et solidaire, de gouvernance démocratique, de multisociétariat, c'est aussi pour pouvoir se poser ces questions de on a une journée, c'est que 24 heures, on n'a pas toutes les ressources du monde, et donc qu'est-ce qu'on préfère produire ? Et là encore, si c'est quelque chose qui est organisé de manière intelligente, c'est beaucoup plus facile que si quelqu'un qui va dire tiens, toi tu produis que ça, on arrête de faire ça, toi tu consommes ça, moi je vais rationner l'eau, vous avez ça, les pulls rouges chez la gauche. Voilà, bien sûr, ça ne va pas être accepté. Donc on a besoin d'une intelligence démocratique, non seulement pour trouver des solutions qui marchent, et on voit que le foisonnement de nouvelles idées qui a émergé de la Convention citoyenne pour le climat, déjà ça produit des nouveaux scénarios, ça c'est bien, et ensuite ça prépare l'acceptabilité sociale de la population. Et sur le dernier point, donc, moi je travaille sur la Suisse, et je fais beaucoup la Suisse va voter le 9 février prochain sur une initiative populaire, un peu comme un référendum, ça s'appelle pour la responsabilité environnementale, et en gros, la proposition de modification de la Constitution fédérale, c'est que la Suisse se donnerait 10 ans pour revenir sur le seuil des limites planétaires. Ce qui est un peu l'équivalent de se donner 1 an pour perdre 30 kilos. La Suisse, c'est des empreintes environnementales stratosphériques, comme vous pouvez l'imaginer. Et donc, revenir sur le seuil des limites planétaires, en moins de 10 ans, ça serait l'objectif le plus ambitieux de tous les temps. C'est ce que les scientifiques nous disent qu'on devrait faire. Les climatologues, les hydrologues, ils regardent, ils calculent que revenir sur le seuil des limites planétaires, on l'a vu, c'est un concept vraiment très neutre politiquement. Donc, si on voulait vraiment revenir sous le seuil de la soutenabilité et minimiser le risque de dommages irréversibles sur les écosystèmes, il faudrait revenir sous le seuil des limites planétaires en moins de 10 ans. Et là, on pourrait se dire, est-ce que le débat en ce moment en Suisse, c'est est-ce que 10 ans, c'est pas assez ? Enfin, non, justement, c'est trop court. La neutralité climatique, on a l'habitude de l'avoir affichée en 2050, enfin, sauf la Finlande qui l'a promis en 2035, ou certaines villes aussi qui l'ont promis avant, mais c'est lointain. Là, de faire tout en même temps d'ici 2030, c'est ce qu'il faudrait faire, mais politiquement, c'est inaudible. Et pourtant, on a quand même des mécanismes de planification qui sont encore plus rapides que ça. Moi, les 3 choses que j'étudie un petit peu pour faire des comparaisons, c'est la planification sanitaire pendant le Covid, où là, c'était pas des trucs en 10 ans, en 5 ans. Hein. C'était le Far West de la planification, dans le sens où on essaie un truc tous les jours, toutes les semaines, on voit, on apprend. On peut critiquer, mais au moins, quand on regarde, et je parle pas qu'en France, hein, moi je parle de la gestion sanitaire dans plein de pays différents, c'est ça qui est intéressant. En fait, il y a des pays qui ont fait plein de trucs, des pays ils n'ont rien fait. On voit vraiment un spectre des vitesses. La planification en temps de guerre, donc notamment les mobilisations pendant la Seconde Guerre mondiale, donc ça aussi, les guerres mondiales, c'est très bien parce qu'on peut comparer en fait les gestion de planification dans différents pays, plus ou moins engagés encore sur le spectre, et la lutte contre le tabagisme, qui est aussi une sorte de truc qui est partagé par pas mal de pays qui font de la France, dans ce cas, a un plan anti-tabac qui est quand même assez impressionnant, avec
l'objectif de la neutralité tabagique, ils appellent ça la génération sans tabac, pour 2032, donc voilà, avec des plans tous les 4-5 ans. Donc là aussi, on peut regarder et on voit que pour plein d'autres objectifs, on se donne parfois mais des délais très très courts avec des choses qui marchent. Avec des choses qui marchent, enfin, notamment la lutte contre la planification contre le tabagisme en France a des effets assez impressionnants quand on l'étudie. C'est quelque chose qui est considéré quand même comme efficace et qui atteint ses objectifs. Et donc c'est marrant, dès qu'on parle d'écologie, là on est tout de suite un petit peu ce discours de ça va pas marcher, ça peut ne pas fonctionner. Moi, je pense que l'approche pragmatique, c'est de se dire c'est une planification comme n'importe quelle autre planification. Donc, elle va avoir ses défis uniques, on les identifie, on a des scénarios pour s'adapter et on fait au mieux. À la différence du tabagisme et de d'autres choses, là pour la crise écologique, vraiment il n'y a pas le choix. Et la chose que l'on doit comparer, c'est la planification aujourd'hui versus les défis de la planification demain. Et je pense qu'on peut assez facilement affirmer que le plus tôt on agit, le plus facile c'est, pour 2 raisons. Déjà parce que la surchauffe écologique, elle a tendance à augmenter dans la plupart des pays. Donc si on avait entamé la transition dans les années 70, et nous on peut faire cet exercice dans des modélisations sur ordinateur, mais c'est un pique-nique. Là, c'est exceptionnel. Aujourd'hui, beaucoup plus difficile. Dans 10 ans, dans 20 ans, dans 30 ans, beaucoup plus difficile. Beaucoup plus difficile. Donc ça, c'est le premier aspect. Et ensuite, les marges d'erreur. Ces choses-là, on ne peut pas les prévoir en avance. On ne peut pas prévoir les résultats d'un protocole de détermination démocratique. Et donc, on va faire des erreurs, et c'est normal. Et on en a fait énormément pendant la planification sanitaire. Et c'est génial, en fait, de pouvoir prévoir les erreurs qu'on va faire et comment est-ce qu'on va pouvoir rebondir. Un pays qui se retrouve confronté à une sécheresse, pénurie d'eau, qu'est-ce qu'elle va faire? On voit, ça panique, ça fait des rationnements sans aucune vraiment protection pour les plus pauvres, des protocoles qui peuvent assez facilement être hackés par des intérêts privés, il n'y a pas beaucoup de transparence, c'est mal mesuré, on ne sait pas si ça marche. Alors que là, des protocoles de rationnement conviviaux, produits un petit peu à l'avance, bien pensés, avec beaucoup de garde-fous, c'est quelque chose qui nous prépare. Et moi, c'est toujours ma punchline, hein, je préfère une décroissance choisie aujourd'hui qu'un effondrement subi demain. Merci beaucoup, Timothée Paric. Merci. On a presque tenu le temps. Merci à vous, les étudiants, Zoé, Jules, Elisa, Jade, Samuel et Quentin. Merci Bravo. beaucoup. Merci.